Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo, je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Sherlock Holmes, le signe des quatre d'Arthur Conan Doyle. C'est le premier live depuis fort longtemps, depuis un mois, quasiment jour pour jour. C'est donc également le retour, vous l'aurez compris, ça y est, on revient à une programmation régulière sur la chaîne Planétéo, plein de lives en pagaille à venir. Vous remarquerez que je suis sointant de sueur, que je suis en beau Marcel, bien comme il faut. J'espère que vous me pardonnerez. Il y aura peut-être des orages aussi en cours de live. J'espère aussi que vous n'entendez pas le ventilateur à côté. Enfin bon, bref. Il y a plein de choses qui peuvent mal tourner sur ce live. Je compte sur vous pour me tenir au courant du moindre problème. Ça fait un mois que j'ai pas live et je suis extrêmement content de vous revenir, même si les conditions sont un petit peu difficiles. On a d'ailleurs échappé de nombreuses fois à la catastrophe. Les lives ont failli ne pas reprendre ce soir. Je vais vous en parler dans un instant. Si vous voulez directement sauter l'introduction et passer à la lecture, et que vous me regardez donc en rediffusion sur YouTube, il y a des timecodes dans la barre de lecture de vidéo ou directement dans la description de la vidéo. Tout est noté, tout est bien fait, vous n'avez qu'un clic à faire pour vous rendre au chapitre qui vous plaira. Mais vous l'aurez compris, vu que c'est le retour et que je suis bavard, j'ai pas mal de choses à dire. Un mois s'est écoulé et il s'est passé des choses dans ce mois. J'ai eu pas mal de choses à faire. Enfin bref, je vais vous en parler brièvement. Je vais essayer de faire le plus vite possible parce que j'ai pas envie de faire tarder la lecture et j'ai pas envie de. Enfin, il y a des choses dont j'ai vraiment envie de vous parler aujourd'hui. Il y a d'autres choses qui peuvent attendre des lives ultérieurs. Il y a pas de souci. Donc voilà. Mais tout d'abord, je tiens à vous remercier énormément parce que je vois que vous me faites un retour giga sympathique dans le live, dans le chat. Donc merci beaucoup à tous ceux qui sont là et je vous salue tous. Bonsoir Jumpy, bonsoir secrétaire, bonsoir les couteaux portes, petit poulpe dissident, le bosquet de Kain. Je pense avoir dit à peu près tout le monde. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Ça fait super plaisir. J'essaie de lire à peu près tout ce que vous m'avez dit, mais c'est vrai que là, il y a eu beaucoup de messages. Mais merci beaucoup de m'accueillir comme ça, de me faire un tel triomphe pour mon retour, ça fait hyper plaisir. D'ailleurs, je vois déjà que Petit Poulpe Dissident a resub pour un nouveau mois d'abonnement. Merci beaucoup à toi, Petit Poulpe Dissident, ça me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup, ça fait plaisir de se sentir aussi soutenu. D'ailleurs, pendant que j'étais en off, nous avons Chess Battery, Royal May 35, Nolis 16, Akila Aki 97R et Salmigondi qui ont follow. Merci à vous également. Et enfin, un don anonyme de 10 € a été effectué pendant mon absence. Merci à toi, donateur anonyme, même si je sais qui tu es. Je vais garder ton anonymat pour ton plus grand plaisir, je pense. Bref. Merci à vous tous, ça fait extrêmement plaisir. Putain, mais vous voyez mes cheveux, comment ça n'a aucune gueule? Tellement je suis en sueur. Je passe mes mains dans mes cheveux et ils restent figés dans les airs comme ça, c'est hallucinant. Bref, coupez la vidéo, ceux qui suivent ce stream ou cette rediffusion. N'écoutez que le doux son de ma voix et ne faites pas attention à cela. Je pense d'ailleurs que je vais baisser un chouïa le son de mon micro. Attention. Hop. Parce que j'ai vu que ça a saturé quelque peu, il faut que je reprenne l'habitude du logiciel de streaming, et puis enfin même là faire tout mon petit setup et tout, c'est quelque chose que j'avais pas fait depuis un mois et c'était tout un petit rituel à prendre, ça fait hyper plaisir, mais il faut reprendre le coche. Encore une fois, comme je le disais, le ventilateur je l'ai mis au minimum possible et le plus loin possible, mais je crois qu'il y a quand même un bruit de fond, donc n'hésitez pas à me le dire si c'est le cas. Je te vois flou et avec des taches, donc tes cheveux passent nickel. Ah ouais, mince. Désolé là, pour le coup, en termes de connexion, je pense que j'ai fait du mieux possible. Enfin, je pense que tout est au vert. Bien. Je divague, je tergiverse comme à mon habitude. Je vais vite vous parler de ce qui s'est passé durant ce mois et de ce que ça implique, puisque
Ce retour signifie, entre guillemets, pour moi, nouvelle saison, et vous le savez, en général, j'essaie un petit peu de changer certaines choses, d'améliorer encore et toujours les concepts de ces lives, et puis essayer de vous proposer toujours de la qualité supplémentaire. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que comme tous les ans, en été, je me suis fait une pause des technologies pendant quelques semaines. Ensuite, j'ai repris doucement et en même temps que je reprenais les technologies, j'ai eu pas mal de choses à régler parce que là, j'ai été confronté à pas mal de problèmes sur tout un tas de domaines dont je veux pas forcément parler. Enfin, c'est pas que ça me dérange d'en parler, mais c'est que c'est pas hyper intéressant de vous en parler en live. Donc voilà, il y a eu plein de trucs administratifs, etc., à régler. C'était pas très sympathique. Je me suis aussi, j'ai aussi fait l'achat d'une voiture. Donc bon, voilà, ça a été des petites choses à voir et à faire. Ce qui fait que j'étais parti sur le fait de je termine tous les trucs relous que j'ai à faire avant de reprendre les lives. Et aussi, je voulais me fournir en nouveau matériel. Chose que vous ne pouvez pas voir et apprécier sur ce live, puisque j'ai pas encore tout reçu, et j'attends d'avoir tout reçu, et peut-être aussi d'avoir repris un peu la routine des lives, avant de faire l'ajout. Surtout qu'en ce moment, période d'extrêmement forte chaleur, donc j'ai pas envie d'installer mon matos maintenant et que ça fail juste parce que mon PC surchauffe. Donc voilà, j'attends un petit peu que le temps passe et j'attends d'avoir reçu tout le matériel. Je vous en ai parlé depuis longtemps, mais cette fois-ci, ça y est, j'ai pu enfin le faire. J'ai acheté un hub USB qui va me permettre de connecter beaucoup plus de devices en même temps sur mon PC pour les lives, ce qui va me permettre notamment de brancher un deuxième écran. Alléluia, ça devrait vraiment changer beaucoup de choses au live pour le coup. Ça va me permettre de reprendre des lives d'illustration de manière beaucoup plus pratique, puisque jusqu'à présent, à chaque fois que je faisais un live d'illustration, j'étais obligé de débrancher ma souris et de diriger tout mon PC et donc tout le live et donc tout mon logiciel de dessin au pad, ce qui était un enfer. Donc là vraiment ça me change la vie, ça permet de faire des lives d'illustration à nouveau, ça me permet de mettre des images comment on appelle ça, des images références sur un écran pendant que je dessine sur l'autre, pas avoir à faire des allers-retours, etc. Mettre également le chat et le logiciel de streaming sur cet autre écran. Donc vraiment, ça devrait changer beaucoup de choses. Pareil pour les lives de gaming où je joue en plein écran. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez. Par exemple, sur les lives Sea of Thieves, je suis obligé de vous suivre sur mon portable, ce qui est un petit peu embêtant, surtout quand j'ai des pertes de co, etc. Donc voilà, normalement, tous ces problèmes devraient être réglés et les lives devront être rendus beaucoup plus pratiques grâce à tout cela. Ce qui va faire que je vais pouvoir peut-être aussi faire des lives de meilleure qualité, voire des lives en plus grande quantité, puisque ça débloque des possibilités différentes, etc. Bref. En termes de matériel, j'arrive quasiment au bout. Je me suis acheté aussi un nouveau casque parce que le mien a tendance à... Enfin, je me suis procuré parce qu'un ami me l'a fourni. D'ailleurs, c'est le même ami qui m'a fourni le deuxième écran. Donc, un grand, énorme merci à Zicto. Ceux qui l'ont déjà vu passer sur le chat parfois, son pseudonyme, c'est Zicto sur Twitch. Donc, merci beaucoup Zicto. Ça me permet en plus de garder un petit peu d'argent pour faire d'autres choses comme investir dans une webcam de bâtard. Donc là j'ai commandé une webcam de très bonne qualité qui n'est pas encore arrivée, mais qui devrait me permettre, si j'en ai l'envie, éventuellement de passer les lives en 1080p. Alors il y a plein de choses qui jouent dans le fait d'envoyer un live en 1080p. Il n'y a pas que le fait que je passe ma cam en 1080p. Donc je ne promets pas de faire ça. Mais même si je ne faisais pas ça et que je restais en 720p, vous verriez vraiment la différence avec la cam que j'ai actuellement, qui est vraiment une cam d'entrée de gamme, alors que là je me suis acheté a priori ce qui se fait de mieux pour le stream, donc voilà. Ça devrait être agréable. Est-ce qu'on m'entend? J'ai l'impression qu'on m'entend parce que la cam a coupé. Ah. Ah, attendez. Tiens. Alors ça c'est original, j'ai jamais eu ce cas de figure jusqu'à présent. C'est un peu bizarre. Attendez.
Putain, j'ai jamais eu ce cas de figure jusqu'à présent, ça m'est jamais arrivé. J'espère que c'est pas à cause de la chaleur et que du coup je vais peut-être devoir annuler le live à cause de la chaleur. Ça m'emmerderait beaucoup. Alors attendez. Attendez. Comment je peux faire? Je fouille. Y a pas moyen de rafraîchir, genre? C'est fou. Ah si, ça y est. Hop. Donc là, vous devez voir un écran quasi noir. Et je passe là-dessus. Ok. On est bon. Je sais pas pourquoi ça freeze. Je pense que c'est la chaleur, je suppose. Bref, désolé, ça m'est jamais arrivé jusqu'à présent, donc je pense vraiment que c'est la chaleur. Comme je le disais, là, il fait 35 degrés. Hein. Je me suis enfermé dans 35 degrés pour faire ce live. Yes. Du coup, où en étais-je? Oui, je vais avoir une nouvelle cam qui va permettre de faire mieux, machin. Et même si je balance en 720p, vous verrez la différence à n'en point douter. Vous êtes vraiment des salauds. Hein. Les gens qui m'ont screen en plein arrêt là, vous dégoûtez. Mais du coup, c'est tout question matérielle. C'est déjà beaucoup, c'est déjà très cool. Je vais encore baisser un chouïa le son sur mon logiciel parce que j'ai l'impression de passer souvent dans le rouge. Voilà. Désolé, hein, c'est un peu décousu ce début de live. Comme je le disais, on est dans des conditions très particulières. En plus, c'est le retour, donc j'ai tout un tas de choses à vous dire. Enfin, bon, bref. D'ailleurs, santé à vous, les amis. Installez-vous bien. Prenez à boire, à manger. Ça va durer un petit peu longtemps parce que j'ai une longue intro à faire avant de commencer la lecture. Santé, les amis. Que voulais-je dire encore? Donc, le matériel, c'est fait. Quoique, j'ai fait encore un achat assez conséquent. Mais bon, au moins, ça règle la question pour quasi un an. J'ai acheté une énorme commande de bouquins. Donc il y a Le Signe des Quatre, Sherlock Holmes d'Arthur Conan Doyle. Mais j'en ai acheté beaucoup plus. Grosso modo, ma logique, j'essaie d'accélérer parce que j'ai déjà parlé beaucoup. Ma logique pour définir cette liste d'achats a été la suivante. Je me suis dit... Alors mince, je la retrouve plus d'ailleurs. Ça m'emmerde. Le mec est emmerdé par absolument tout. Attendez, je vais vous dire ça. Donc, je me suis fourni le procès de Kafka, le sanatorium au croque-mort de Schultz, le signe des quatre d'Arthur Conan Doyle, le cauchemar d'Innsmouth de Lovecraft, Je suis un chat de Natsume Soseki, les souffrances du jeune Werther de Goethe, et Don Quichotte tome 1 et tome 2 de Cervantes. Ma logique dans cet achat, dans cette liste d'achats, a été de prendre à la fois, donc grosso modo c'est à peu près moitié-moitié, à peu près 50-50, d'auteurs que je n'ai jamais lus en live, et 50-50 d'auteurs dont on a déjà lu une œuvre ensemble, parce que je me dis que après 4 ans et demi de live, un truc comme ça commence à devenir difficile de trouver des nouvelles œuvres. Du coup, et en plus, au-delà de ça, il y a aussi des auteurs que j'aime beaucoup et que j'ai envie de redécouvrir et que j'ai envie de poursuivre, de retrouver en live avec vous. Et au-delà de ça encore, il y a par exemple, avec Sherlock Holmes, l'envie de donner une seconde chance, si je peux dire, à Arthur Conan Doyle, parce que j'ai bien apprécié la première fois qu'on avait lu Sherlock Holmes, le chien des Baskerville, mais c'est pas non plus moi perso ce qui entre dans mes favoris, on va dire. J'ai trouvé ça sympa mais sans plus, on va dire. Je vais très vite, hein, voilà. Mais du coup, je m'étais dit, bah, tout le monde me dit que c'est génial. J'ai trouvé ça sympa. J'ai envie d'aimer, je demande que ça. Donc, on en retente un. Et je pense que j'ai un peu cette logique pour pas mal de choses. De toute manière, grosso modo, ma logique est simple. J'ai une logique de curiosité. Donc j'ai une logique de découvrir de nouvelles choses. J'ai une logique d'essayer de donner des deuxièmes chances à des auteurs que j'ai peut-être un peu moins aimés. Même si, encore une fois, hein, Arthur Conan Doyle, j'ai déjà bien aimé, mais... Enfin voilà, vous comprenez un peu ma logique, je pense. Anyway, j'ai pas besoin d'expliciter ça trop longtemps. Désolé, hein, je lis pas tous les messages parce que déjà il y en a beaucoup
Et puis parce que justement, vu que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire, pardon, j'essaie d'accélérer le pas. Je pense qu'on est bon du coup sur tous les achats que j'ai fait en, euh, en lien au live, en quelque sorte. Après ça, j'ai fait deux trois petites choses. J'ai continué à travailler sur une chanson que j'aimerais sortir bientôt. Enfin bon, bref, il y a plein de petites choses qui arrivent bientôt. Mais il y a aussi un bouleversement des programmes de live. Et oui, ça va changer la programmation des lives pour cette saison. J'ai grosso modo décidé de faire le meilleur des mondes. C'est-à-dire que depuis que je me suis fixé un agenda fixe, donc des rendez-vous fixes toutes les semaines, je trouve la cadence et la routine, si je peux dire, de live beaucoup plus agréable. Et je pense qu'elle est beaucoup plus pratique pour vous. Toutefois, sur certains formats, c'est peut-être un peu plus compliqué. Du coup, j'ai essayé de faire le meilleur des deux mondes, le meilleur du monde hyper laxiste à faire des lives quand j'ai envie, etc., etc. Et du monde très organisé où tout avait son créneau fixe. Et donc, je suis venu avec la programmation actuelle dont vous pouvez trouver l'image sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Discord, comme d'habitude, ou en écran off sur Twitch. Ce programme se caractérise de cette manière. Comme avant, les lives de lecture n'ont pas changé. Ça, je trouve que c'était logique de les laisser à la même place. Parce que voilà, c'est un peu le rendez-vous phare entre guillemets de ma chaîne. C'est un petit peu l'émission fondatrice. Et je trouve ça beaucoup plus sympathique pour les gens qui veulent suivre à tout prix la lecture de manière assidue, de manière régulière. Je trouve ça beaucoup plus pratique que vous sachiez que c'est le mardi et le vendredi, lecture 21h. Et comme ça, voilà, vous pouvez me rejoindre en temps et en heure. À coup sûr, si je peux dire. Pour les lives de découverte de l'univers de League of Legends, j'ai décidé de faire la même chose, de garder le créneau fixe du dimanche 15h-16h parce que je trouve ça hyper sympa comme créneau. C'est vraiment chill, détente pour finir la semaine en beauté, il n'y a pas de souci. Du coup, vous vous dites, mais quel live il reste? Il reste les lives du mercredi. Mercredi, c'était la journée que je réservais au live gaming. En fait, ça avait un avantage qui était la régularité. Ça avait un désavantage qui était que potentiellement, peut-être que je me suis un peu gâché le plaisir de jeu parfois. Parce que peut-être qu'il y a des jeux que j'aurais... par exemple, je pense à Yooka-Laylee, par exemple. Si je les avais joués assidûment pendant une semaine, peut-être qu'en une semaine, je l'aurais terminé et je me serais grave amusé. Alors que là, à chaque fois, à attendre une semaine entre des sessions de 3 heures, eh bien, peut-être que mon plaisir, mon envie, mon appétit pour ce jeu s'est peut-être émoussé au fur et à mesure des semaines. Et donc, j'ai fait que 3 épisodes et j'ai pas repris après avoir justement fait le jeu vidéo Sherlock Holmes Crimes and Punishment. Alors que peut-être j'aurais pu aller au bout de ce jeu si j'avais plus carburé. Après, c'est lié aussi à tout un tas de problématiques. Vous savez que je me pose beaucoup de questions sur la chaîne. J'essaie de pas me foutre de votre gueule. J'essaie de faire les choses le plus propre possible. C'est-à-dire que j'essaie d'être le moins relou pour vous, etc., etc. Le plus arrangeant, le plus agréable, bref. Et donc, par exemple, j'avais pas envie de spammer la chaîne YouTube forcément de tout un tas de vidéos. Mais j'ai l'impression qu'après maintes discussions avec vous, ça vous dérange pas forcément. Et donc voilà, tout ça pour dire que, à part les lives de lecture et les lives de découverte de l'univers de League of Legends qui restent fixes sur leur créneau, les lives de gaming et tout autre live, donc live de musique que j'ai déjà pu faire quelques fois, live d'illustration que j'ai déjà pu faire quelques fois, et tout autre live à venir, ça restera dans le chaos, c'est-à-dire que n'importe quand dans la semaine, je pourrais vous dire sur les réseaux, allez, je lance un live cet après-midi, je lance un live ce soir, ce matin, bref. Et je me lancerai selon mon envie. Je pense que ça sera pas mal cette spontanéité pour les types de live que je viens d'énumérer. Voilou, ce qui fait que il est possible que par rapport à la programmation de la saison dernière, vous voyez débarquer davantage de live encore sur la chaîne Planétéo, un truc de fou. Voilou. En fait, j'ai vraiment trop de choses à dire, c'est un truc de fou. J'ai vraiment trop de choses à dire. Je vais continuer sur le programme, puisque j'ai décidé d'instaurer également un créneau de permanence. Alors, je déteste ce mot, parce que ça fait genre que c'est une obligation relou, mais bon, bref. Je vais organiser une permanence sur Discord. Donc maintenant, je vais essayer de le faire tous les dimanches à 21h,
de 21h à minuit, je me connecterai sur la place publique, le salon vocal place publique de mon Discord. Je ne serai pas en live, hein, ce sera uniquement sur Discord. Et je vous inviterai à me rejoindre si vous en avez l'envie. On pourra discuter, on pourra jouer pour terminer la semaine ensemble avec une bonne petite soirée. Je me dis que c'est bien sympa parce que franchement on a fait beaucoup de choses en ce moment sur Discord et c'était vraiment très cool. J'adore passer du temps avec vous comme ça. Notamment, juste avant que je ne fasse ma pause, nous avions organisé les Jeux vidéo olympiques, une compétition de jeux vidéo. Je vais aller très vite là-dessus aussi, mais il y a des nouvelles qui arrivent. Compétition de jeux vidéo qui s'est super bien passée, donc un énorme merci à tous les participants. Cette première édition que j'avais appelée la pré-alpha, je l'ai trouvée vraiment agréable, j'ai trouvé vraiment comme j'aurais voulu qu'elle soit. Donc ça m'a fait un grand plaisir. Et du coup, je vais pouvoir passer à l'étape 2 qui est de passer ce concept de jeux vidéo olympique en live. Ça va prendre un peu de temps à organiser tout ça parce que y a tout un tas de paramètres à prendre en compte. D'ailleurs, il n'est pas exclu que j'organise ce tournoi en partie en live. Donc vraiment, vous verriez les coulisses de comment je prépare tout ça. Mais voilà, ça va pas arriver tout de suite. Je vous en reparlerai en temps voulu. Mais en tout cas, sachez que la première édition a été un succès et que du coup, je suis impatient d'essayer de faire la transition en live. D'ailleurs, j'en profite pour redire également que sur la première édition, vous avez été 9 participants, il me semble, en me comptant. Donc ça a été vraiment cool. Il y avait un truc genre 5 ou 6 équipes. Des équipes de 2, des équipes de 1. C'était vraiment sympa. Et je voulais donc féliciter, déjà vous remercier absolument tous les participants. Et féliciter les gagnants, puisque avec une égalité de points, nous avons les médaillés d'or de cette compétition. À égalité, médaillé d'or, l'équipe du clan Uchiwa, dont je faisais partie, ainsi que mon frère Exil. Égalité avec la team des Inversibles, composée de Jumpy et de Zikael So Famous. C'était vraiment marrant. Du coup, il n'y a pas eu de médaille d'argent, vu qu'on était 2 médaillés d'or. Et ensuite, en médaille de bronze, il y avait Chat. Donc pareil, Chassouad, ça me fait super plaisir. Enfin bon, bref, de toute manière, tous les participants, je vous remercie. Et pour fêter ça un petit peu, pour vous remercier encore un petit peu plus, j'ai créé des rôles un petit peu rigolos sur le Discord. Je vais voir aussi pour ajouter les VIP sur Twitch, ce qui fait que du coup les gagnants des anciennes éditions des Jeux vidéo olympiques deviendraient VIP sur la chaîne Twitch. Et enfin, vraiment pour célébrer la réussite de cette première édition, j'avais pas prévenu, mais je réserve un petit cadeau. J'attendais de les voir en live avant de le faire, donc je le ferai après ce live. Mais justement, les autres gagnants, donc Exil, Zikael So Famous et Jumpy, vous allez recevoir un abonnement de niveau 1 pour 1 mois sur la chaîne Planétéo. Donc voilà, je ferai ça, Jumpy, pour toi juste après ce live. Et puis je ferai ça pour Zikael et Exil dès que je les croiserai sur un live. Voilà. Je crois avoir tout dit. En vrai, j'ai certainement pas tout dit parce que j'avais trop de choses en tête. Mais je pense avoir à peu près tout résumé. Bonsoir Momox, merci de nous rejoindre, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Franchement, vous êtes énormément à passer faire un coucou en ce début de live. Et ça me touche profondément. On va pouvoir enfin se lancer dans le dur. Ah, c'est vrai, tiens. L'écoute aux portes qui dit et l'émission, ça me rappelle une histoire. Alors, ça me rappelle une histoire. On a fait 10 épisodes. Moi, en plus, j'avais fait 2 épisodes en test, en off. Donc, grosso modo, à compter de 2 histoires improvisées par épisode, ça fait 24 histoires. En assez peu de temps. Donc, je vous avoue que j'ai envie de prendre un petit peu de pause de cette émission pour le moment. Elle n'est pas morte, elle n'est pas enterrée. Elle reviendra, soyez-en certains. Mais ça me rappelle une histoire, ne va pas revenir tout de suite. J'ai au moins envie de reprendre ma routine de live tranquillement pendant, je pense, au moins 1 mois. Et après, je ferai certainement revenir, ça me rappelle une histoire pour une 2e saison en quelque sorte. Donc voilà, j'espère ne pas vous décevoir. C'était une émission qui avait lieu le samedi à 21h toutes les 2 semaines. Je sais que vous l'aimez beaucoup, moi je l'aime énormément. Mais c'est vrai que ouais, ça a été assez intense d'improviser 24 histoires. Et en fait, j'ai très peur
de revenir avec des thèmes un peu moins forts, parce que l'air de rien, on a déjà usé, entre guillemets, beaucoup de thèmes, même si je vais pouvoir refaire des thèmes, hein, bien sûr, mais... et que j'ai encore plein d'idées de concepts, c'est pas ça le problème. Mais voilà, j'ai déjà improvisé 24 histoires, j'ai peur de me répéter. Je me dis qu'il faut peut-être que je prenne un peu une pause et que je me nourrisse aussi de nouvelles substances. C'est-à-dire que je regarde des séries, des films, que je lise des bouquins pour un petit peu m'imprégner d'autres choses et vous revenir avec des trucs un peu plus frais peut-être. Et au-delà de ça aussi, c'est parce que je me dis, bah, vous l'avez bien vu lors du dernier épisode, j'avais commencé à faire des mises en scène vraiment qui demandaient du temps. Et je vais pas dire de l'effort, mais un petit peu quand même, et de l'argent un petit peu aussi. Et du coup, si je fais ça toutes les 2 semaines, je vais finir ruiné. donc j'ai envie de continuer à faire des choses de plus en plus ambitieuses, certainement intercalées avec des émissions un peu plus conventionnelles. Donc vraiment juste improviser des histoires. Mais voilà, j'ai aussi envie de vous apporter parfois un petit peu du grandiose, du waouh, du putain mais qu'est-ce qu'il fait. et donc voilà, du coup j'essaie d'aménager aussi le côté exceptionnel de l'émission dans tout ça. Donc voilà, j'espère que vous comprenez ma décision et que vous n'êtes pas trop déçus. Mais comme je le disais, soyez-en sûrs, l'émission reviendra. C'est certainement mon émission favorite que je fais en live actuellement, donc enfin que j'ai fait en live jusqu'à présent. Enfin, quoique les lives de musique, j'ai vraiment trop aimé. Mais voilà. Ça vous donne une bonne idée de ce qui va se passer dans les temps à venir. Je souffre très fort. Attendez, je rebois un coup. Bien. Je suis en train de me niquer totalement les vues de cette vidéo sur YouTube, j'en ai bien conscience avec cette introduction de 30 minutes. Mais ça y est, cette fois-ci, on est bon, cette fois-ci, on en a terminé. J'ai certainement encore tout un tas de choses à vous raconter, mais je vous les raconterai dans des lives à venir, on aura d'autres occasions. J'ai fait le plus important. On va pouvoir se pencher sur la lecture du soir, Le Signe des Quatre de la série Sherlock Holmes, écrit par Arthur Conan Doyle. Comme je le disais, on a déjà lu Le Chien des Baskerville, que j'ai plutôt bien apprécié. Le Signe des Quatre, pourquoi j'ai choisi celui-ci dans la série Sherlock Holmes? Tout simplement parce que je vous ai demandé votre avis sur Discord. Comme quoi, vous voyez, vous avez vraiment un impact. Je vous ai demandé votre avis sur Discord, et a priori, de ce dont je me rappelle et de ce que j'ai vu, à l'unanimité, Le Signe des Quatre semble être l'un de vos favoris, ou être l'un de ceux qui vous a le plus marqué de la série. Donc je me suis dit que c'était a priori signe de clameur. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Bon bref, en tout cas c'était bon signe. Donc voilà, je me lance dans Le Signe des Quatre. D'ailleurs qui devrait tenir en 4 lives, puisque j'ai déjà à peu près calculé combien de temps j'allais passer par chapitre, etc. je pense. Donc écoutez, je vais juste fermer ma gueule, trêve de bavardage, on a déjà beaucoup trop parlé. On est parti pour 1 ou 2 chapitres, je sais pas trop encore comment je vais faire. Je pense que je vais vous lire 2 chapitres, faire une pause, vous lire 2 chapitres à nouveau. Je pense que ça sera le mieux. Ouais, ça me paraît bien. Ça me paraît découper de manière équitable la lecture. Je vais vous dire à tous une bonne écoute. Vous êtes tellement nombreux, j'ai peur d'oublier quelqu'un, je suis désolé si c'est le cas. Bonne écoute, petit poulpe dissident, l'écoute aux portes, le bosquet de Kain, secrétaire, Momox, Jumpy. J'ai très peur de oublier les gens là-dessus. Mais vous êtes tellement nombreux. Non, en vrai, je pense avoir fait le tour, je suis pas mal. Bref, bonne écoute à tous ceux qui me regardent en live, même dans l'ombre, y a pas de souci, ou en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à dans 20-30 minutes, je pense, pour une courte pause. À tout à l'heure. Le Signe des Quatre. Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle. 1. La déduction est une science. Sherlock Holmes prit la bouteille au coin de la cheminée, puis sortit la seringue hypodermique de son étui de cuir. Ses longs doigts pâles et nerveux préparèrent l'aiguille avant de relever la manche gauche de sa chemise. Un instant,
Son regard pensif s'arrêta sur le réseau veineux de l'avant-bras criblé d'innombrables traces de piqûres. Puis il y enfonça l'aiguille avec précision, injecta le liquide et se cala dans le fauteuil de velours en poussant un long soupir de satisfaction. Depuis plusieurs mois, j'assistais à cette séance qui se renouvelait 3 fois par jour, mais je ne m'y habituais toujours pas. Au contraire, ce spectacle m'irritait chaque jour davantage, et la nuit ma conscience me reprochait de n'avoir pas eu le courage de protester. Combien de fois ne m'étais-je pas juré de délivrer mon âme et de dire ce que j'avais à dire? Mais l'attitude nonchalante et réservée de mon compagnon faisait de lui le dernier homme avec lequel on put se permettre une certaine indiscrétion. Je connaissais ses dons exceptionnels et ses qualités peu communes qui m'en imposaient. À le contrarier, je me serais senti timide et maladroit. Pourtant, cet après-midi-là, je ne pus me contenir. Était-ce la bouteille de Beaune que nous avions bu à déjeuner? Était-ce sa manière provocante qui accentua mon exaspération? En tout cas, il me fallut parler. Aujourd'hui, lui demandai-je, morphine ou cocaïne? Ses yeux quittèrent languissamment le vieux livre imprimé en caractères gothiques qu'il tenait ouvert. Cocaïne, dit-il, une solution à 7%. Vous plairait-il de l'essayer? Non, certainement pas, répondis-je avec brusquerie. Je ne suis pas encore remis de la campagne d'Afghanistan. Je ne peux pas me permettre de dilapider mes forces. Ma véhémence le fit sourire. Peut-être avez-vous raison, Watson, dit-il. Peut-être cette drogue a-t-elle une influence néfaste sur mon corps. Mais je la trouve si stimulante pour la clarification de mon esprit que les effets secondaires me paraissent d'une importance négligeable. Mais considérez la chose dans son ensemble, m'écriai-je avec chaleur. Votre cerveau peut en effet connaître une acuité extraordinaire, mais à quel prix? C'est un processus pathologique et morbide qui provoque un renouvellement accéléré des tissus, qui peut donc entraîner un affaiblissement permanent. Vous connaissez aussi la noire dépression qui s'ensuit. Le jeu en vaut-il la chandelle? Pourquoi risquer de perdre pour un simple plaisir passager les grands dons qui sont en vous? Souvenez-vous que ce n'est pas seulement l'ami qui parle en ce moment, mais le médecin en partie responsable de votre santé. Il ne parut pas offensé. Au contraire, il rassembla les extrémités de ses 10 doigts et posa ses coudes sur les bras de son fauteuil, comme quelqu'un s'apprêtant à savourer une conversation. « Mon esprit refuse la stagnation, » répondit-il. « Donnez-moi des problèmes, du travail. Donnez-moi le cryptogramme le plus abstrait ou l'analyse la plus complexe, et me voilà dans l'atmosphère qui me convient. Alors je puis me passer de stimulants artificiels. Mais je déteste trop la morne routine et l'existence. Il me faut une exaltation mentale. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai choisi cette singulière profession. Ou plutôt, pourquoi je l'ai créée, puisque je suis le seul au monde de mon espèce. Le seul détective privé, dis-je, levant les sourcils. Le seul détective privé que l'on vienne consulter, précisa-t-il. En ce qui concerne la détection, la recherche, c'est moi la suprême cour d'appel. Lorsque Gregson ou Lestrade ou Hattlney Jones donnent leur langue au chat, ce qui devient une habitude chez eux, soit dit en passant, c'est moi qu'ils viennent trouver. J'examine les données en tant qu'expert, et j'exprime l'opinion d'un spécialiste. En pareil cas, je ne demande aucune reconnaissance officielle de mon rôle. Mon nom n'apparaît pas dans les journaux. Le travail en lui-même, le plaisir de trouver un champ de manœuvre pour mes dons personnels, sont ma plus haute récompense. Vous avez d'ailleurs eu l'occasion de me voir à l'œuvre dans l'affaire de Jefferson Hope. En effet, et jamais rien ne m'a tant frappé, à tel point que j'en ai fait un petit livre, sous le titre quelque peu fantastique de « Études en rouge ». Il hocha tristement la tête. « Je l'ai parcouru, dit-il. Je ne peux honnêtement vous en féliciter. La détection est, ou devrait être, une science exacte. Elle devrait donc être constamment traitée avec froideur et sans émotion. Vous avez essayé de la teinter de romantisme, ce qui produit le même effet que si vous introduisiez une histoire d'amour ou un enlèvement dans la 5e proposition d'Euclide. Mais l'élément romantique existait objectivement, m'écriai-je. Je ne pouvais accommoder les faits à ma guise. En pareil cas, certains faits doivent être supprimés, ou tout au moins rapportés avec un sens équitable des proportions. La seule chose qui méritait d'être mentionnée dans cette affaire était le curieux raisonnement analytique remontant des effets aux causes, grâce à quoi je suis parvenu à la démêler. J'étais agacé, irrité par cette critique. N'avais-je pas travaillé spécialement pour lui plaire? Son orgueil semblait regretter que chaque ligne de mon petit livre n'eût pas été consacrée uniquement à ses faits et gestes. Plus d'une fois, durant les années passées avec lui à Baker Street, j'avais observé qu'une légère vanité perçait sous l'attitude tranquille et didactique de mon compagnon. Je ne répliquai rien, et m'occupai de ma jambe blessée.
Une balle Jezail l'avait traversé quelque temps auparavant, et bien que je ne fusse pas empêché de marcher, je souffrais à chaque changement du temps. Ma clientèle s'est récemment étendue aux pays du continent, reprit Holmes en bourrant sa vieille pipe de bruyère. La semaine dernière, François Le Villard est venu me consulter. C'est un homme d'une certaine notoriété dans la police judiciaire française. Il possède la fine intuition du celte, mais il lui manque les connaissances étendues qui lui permettraient d'atteindre les sommets de son art. L'affaire concernait un testament et soulevait quelques points intéressants. J'ai pu le renvoyer à deux cas similaires, l'un à Riga en 1857, l'autre à Saint-Louis en 1871. Cela lui a permis de trouver la solution exacte. Voici la lettre, reçue ce matin, me remerciant pour l'aide apportée. Il me tendait, en parlant, une feuille froissée d'aspect étrange. Je la parcourus. Il s'y trouvait une profusion de superlatifs, de magnifiques, de coups de maître, de tours de force, qui attestaient l'ardente admiration du Français. Il écrit comme un élève à son maître, dis-je. Oh, l'aide que je lui ai apportée ne méritait pas un tel éloge, dit Sherlock Holmes d'un ton badin. Il est lui-même très doué. Il possède deux des trois qualités nécessaires au parfait détective, le pouvoir d'observer et celui de déduire. Il ne lui manque que le savoir, et cela peut venir avec le temps. Il est en train de traduire en français mes minces essais. Vos essais? Oh, vous ne saviez pas, s'écria-t-il en riant. Oui, je suis coupable d'avoir écrit plusieurs traités, tous sur des questions techniques d'ailleurs. Celui-ci, par exemple, sur la discrimination entre les différents tabacs. 140 variétés de cigares, cigarettes et tabacs y sont énumérées. Des reproductions en couleurs illustrent les différents aspects des cendres. C'est une question qui revient continuellement dans les procès criminels. Des cendres peuvent constituer un indice d'une importance capitale. Si vous pouvez dire, par exemple, que tel meurtre a été commis par un homme fumant un cigare de l'Inde, cela restreint évidemment votre champ de recherche. Pour l'œil exercé, la différence est aussi vaste entre la cendre noire d'un trichinopoli et le blanc duvet du tabac Bird's Eyes qu'entre un chou et une pomme de terre. Vous êtes en effet remarquablement doué pour les petits détails. J'apprécie leur importance. Tenez, voici mon essai sur la détection des traces de pas, avec quelques remarques concernant l'utilisation du plâtre de Paris pour préserver les empreintes. Un curieux petit ouvrage, celui-là aussi. Il traite de l'influence des métiers sur la forme des mains, avec gravures à l'appui, représentant des mains de couvreurs, de marins, de bûcherons, de typographes, de tisserands et de tailleurs de diamants. C'est d'un grand intérêt pratique pour le détective scientifique, surtout pour découvrir les antécédents d'un criminel et dans les cas de corps non identifiés. Mais je vous ennuie avec mes balivernes. Point du tout, répondis-je sincèrement. Cela m'intéresse beaucoup, surtout depuis que j'ai eu l'occasion de vous voir mettre vos balivernes en application. Mais vous parliez, il y a un instant, d'observations et de déductions. Il me semble que l'un implique forcément l'autre, au moins en partie. Bon, à peine, dit-il en s'adossant confortablement dans son fauteuil, tandis que de sa pipe s'élevaient d'épaisses volutes bleues. Ainsi, l'observation m'indique que vous vous êtes rendu à la poste de Wigmore Street ce matin, mais c'est par déduction que je sais que vous avez envoyé un télégramme. Exact, m'écriai-je. Correct sur les deux points, mais j'avoue ne pas voir comment vous y êtes parvenu. Je me suis décidé soudainement et je n'en ai parlé à quiconque. C'est la simplicité même, remarqua-t-il en riant doucement de ma surprise. Si absurdement simple qu'une explication paraît superflue. Pourtant, cet exemple peut servir à définir les limites de l'observation et de la déduction. Ainsi, j'observe des traces de boue rougeâtre à votre chaussure. Or, juste en face de la poste de Wigmore Street, la chaussée vient d'être défaite. De la terre s'y trouve répandue de telle sorte qu'il est difficile de ne pas marcher dedans pour rentrer dans le bureau. Enfin, cette terre est de cette singulière teinte rougeâtre qui, autant que je sache, ne se trouve nulle part ailleurs dans le voisinage. Tout ceci est observation. Le reste est déduction. Comment ? Alors avez-vous déduit le télégramme? Voyons, je savais pertinemment que vous n'aviez pas écrit de lettre, puisque toute la matinée je suis resté assis en face de vous. Je puis voir également sur votre bureau un lot de timbres et un épais paquet de cartes postales. Pourquoi seriez-vous donc allé à la poste, sinon pour envoyer un télégramme? Éliminez tous les autres mobiles, celui qui reste doit être le bon. C'est le cas cette fois-ci, répondis-je après un moment de réflexion. La chose est, comme vous dites, extrêmement simple. Me prendriez-vous cependant pour un impertinent si je soumettais vos théories à un examen plus sévère? Au contraire, répondit-il, cela m'empêchera de prendre une deuxième dose de cocaïne. Je serais enchanté de me pencher sur un problème que vous me soumettriez.
Je vous ai entendu dire qu'il est difficile de se servir quotidiennement d'un objet sans que la personnalité de son possesseur y laisse des indices qu'un observateur exercé puisse lire. Or, j'ai acquis depuis peu une montre de poche. Auriez-vous la bonté de me donner votre opinion quant aux habitudes ou à la personnalité de son ancien propriétaire? Je lui tendis la montre non sans malice. L'examen, je le savais, allait se révéler impossible, et le caquet de mon compagnon s'en trouverait rabattu. Il soupesa l'objet, scruta attentivement le cadran, ouvrit le boîtier, et examina le mouvement d'abord à l'œil nu, puis avec une loupe. J'eus du mal à retenir un sourire devant son visage déconfit lorsqu'il referma la montre et me la rendit. « Il n'y a que peu d'indices, remarqua-t-il. La montre ayant été récemment nettoyée, je suis privé des traces les plus évocatrices. »« C'est exact, répondis-je. Elle a été nettoyée avant de m'être remise. » En moi-même, j'accusai mon compagnon de présenter une excuse bien boiteuse pour couvrir sa défaite. Quels indices pensait-il tirer d'une montre non nettoyée? Bien que peu satisfaisante, mon enquête n'a pas été entièrement négative, observa-t-il, en fixant le plafond d'un regard terne et lointain. Si je ne me trompe, cette montre appartenait à votre frère aîné qui l'hérita de votre père. Ce sont sans doute les initiales HW gravées au dos du boîtier qui vous suggèrent cette explication. Parfaitement. Le W indique votre nom de famille. La montre date de près de 50 ans. Les initiales sont aussi vieilles que la montre qui fut donc fabriquée pour la génération précédente. Les bijoux sont généralement donnés au fils aîné, lequel porte généralement le nom de son père. Or, votre père, si je me souviens bien, est décédé depuis plusieurs années. Il s'ensuit que la montre était entre les mains de votre frère aîné. Jusqu'ici, c'est vrai, dis-je. Avez-vous trouvé autre chose? C'était un homme négligent et désordonné. Oui, fort négligent. Il avait de bons atouts au départ, mais il les gaspilla. Il vécut dans une pauvreté coupée de courtes périodes de prospérité, et il est mort après s'être adonné à la boisson. Voilà tout ce que j'ai pu trouver. L'amertume déborda de mon cœur. Je bondis de mon fauteuil et arpentai furieusement la pièce malgré ma jambe blessée. « C'est indigne de vous, Holmes, m'écriai-je. Je ne vous aurais jamais cru capable d'une telle bassesse. Vous vous êtes renseigné sur la vie de mon malheureux frère, et vous essayez de me faire croire que vous avez déduit ces renseignements par je ne sais quel moyen de fantaisie. Ne vous attendez pas à ce que je croie que vous avez lu tout ceci dans une vieille montre. C'est un procédé peu charitable, qui, pour tout dire, frôle le charlatanisme. Mon cher docteur, je vous prie d'accepter mes excuses, dit-il gentiment. Voyant l'affaire comme un problème abstrait, j'ai oublié combien cela vous touchait de près et pouvait vous être pénible. Je vous assure, Watson, que j'ignorais tout de votre frère, et jusqu'à son existence avant d'examiner cette monstre. Pardon, je reprends la phrase. Je vous assure, Watson, que j'ignorais tout de votre frère et jusqu'à son existence avant d'examiner cette montre. Alors comment, au nom du ciel, ces choses-là vous furent-elles révélées? Tout est vrai, jusqu'au plus petit détail. Ah, c'est de la chance. Je ne pouvais dire que ce qui me paraissait le plus probable. Je ne m'attendais pas à être si exact. Ce n'était pas simplement un exercice de devinette. Non, non, jamais je ne devine. C'est une habitude détestable qui détruit la faculté de raisonner. Ce qui vous semble étrange l'est seulement parce que vous ne suivez pas mon raisonnement, et n'observez pas les petits faits desquels on peut tirer de grandes déductions. Par exemple, j'ai commencé par dire que votre frère était négligent. Observez donc la partie inférieure du boîtier, et vous remarquerez qu'il est non seulement légèrement cabossé en deux endroits, mais également couvert des raflures. Celles-ci ont été faites par d'autres objets, des clés ou des pièces de monnaie qu'il mettait dans la même poche. Ce n'est sûrement pas un tour de force que de déduire la négligence chez un homme qui traite d'une manière aussi cavalière une montre de 50 guinées. Ce n'est pas non plus un raisonnement génial qui me fait dire qu'un héritage comportant un objet d'une telle valeur a dû être substantiel. Je hochai la tête pour montrer que je le suivais. D'autre part, les prêteurs sur gage ont l'habitude en Angleterre de graver sur la montre, avec la pointe d'une épingle, le numéro du reçu délivré lors de la mise en gage de l'objet. C'est plus pratique qu'une étiquette qui risque d'être perdue ou transportée sur un autre article. Or, il n'y a pas moins de 4 numéros de cette sorte à l'intérieur du boîtier. Ma loupe les montre distinctement. D'où une première déduction. Votre frère était souvent dans la gêne. Deuxième déduction, il connaissait des périodes de prospérité faute desquelles il n'aurait pu retirer sa montre. Enfin, je vous demande de regarder dans le couvercle intérieur l'orifice où s'introduit la clé du remontoir. Un homme sobre ne l'aurait pas rayé ainsi. En revanche, toutes les montres des alcooliques portent les marques de mains pas trop sûres d'elles-mêmes pour remonter le mécanisme. Que reste-t-il donc de mystérieux dans mes explications? Tout est clair comme le jour, répondis-je. Je regrette d'avoir été injuste à votre égard. J'aurais dû témoigner d'une plus grande foi en vos capacités.
Puis-je vous demander si vous avez une affaire sur le chantier en ce moment? Non. D'où la cocaïne. Je ne puis vivre sans faire travailler mon cerveau. Y a-t-il une autre activité valable dans la vie? Approchez-vous de la fenêtre, ici. Le monde a-t-il jamais été aussi lugubre, médiocre et ennuyeux? Regardez ce brouillard jaunâtre qui s'étale le long de la rue et qui s'écrase inutilement contre ces mornes maisons. Quoi de plus cafardeux et de plus prosaïque? Dites-moi donc, docteur, à quoi peuvent servir ces facultés qui restent sans utilisation? Le crime est banal, la vie est banale, et seules les qualités banales trouvent à s'exercer ici-bas. J'ouvrais la bouche pour répondre à cette tirade, lorsqu'on frappa à la porte. Notre logeuse entra, apportant une carte sur le plateau de cuivre. « C'est une jeune femme qui désire vous voir, » dit-elle à mon compagnon. « Mademoiselle Mary Morstan, » lut-il. « Je n'ai aucun souvenir de ce nom. Voulez-vous introduire cette personne, madame Hudson? Ne partez pas, docteur, je préférerais que vous assistiez à l'entrevue. » II. Présentation de l'affaire. Mademoiselle Morstan pénétra dans la pièce d'un pas décidé. C'était une jeune femme blonde, petite et délicate. Sa mise simple et modeste, bien que d'un goût parfait, suggérait des moyens limités. La robe, sans ornement ni bijoux, était d'un beige sombre tirant sur le gris. Elle était coiffée d'un petit turban de la même couleur terne, qu'égayait le soupçon d'une plume blanche sur le côté. Sa beauté ne consistait pas dans la régularité des traits, ni dans l'éclat du teint. Elle résidait plutôt dans une expression ouverte et douce, dans deux grands yeux bleus sensibles et profonds. Mon expérience des femmes, qui s'étend à plusieurs pays des 3 continents, ne m'avait jamais montré un visage exprimant mieux le raffinement du cœur. Elle prit place sur le siège que Sherlock Holmes lui avança. Je remarquai aussitôt le tremblement de sa bouche et la crispation de ses mains. Tous les signes d'une agitation intérieure intense étaient réunis. « Je viens à vous, monsieur Holmes, » dit-elle, « parce que vous avez aidé madame Cecil Forrester, pour qui je travaille, à démêler une petite complication domestique. Elle a été très impressionnée par votre talent et votre obligeance. »« Madame Cecil Forrester » répéta-t-il pensivement. « Oui, je crois lui avoir rendu un petit service. C'était pourtant, si je m'en souviens bien, une affaire très simple. »« Ce n'est pas son avis. Mais en tout cas, vous n'en direz pas autant de mon histoire. Je puis difficilement en imaginer une plus étrange, plus complètement inexplicable. » Holmes se frotta les mains. Ses yeux brillèrent. Il pencha en avant dans son fauteuil son profil d'oiseau de proie, et ses traits fortement dessinés exprimèrent soudain une extraordinaire concentration. « Exposez votre cas, dit-il. Il avait pris le ton d'un homme d'affaires. Ma position était embarrassante, et je me levai. Vous m'excuserez, j'en suis sûr. À ma grande surprise, la jeune femme me retint d'un geste de sa main gantée. « Si votre ami avait l'amabilité de rester, dit-elle, il pourrait me rendre un grand service. » Je n'eus plus qu'à me rasseoir. « Voici brièvement les faits, continua-t-elle. Mon père était officier aux Indes. Il m'envoya en Angleterre quand je n'étais encore qu'une enfant. Ma mère était morte, et je n'avais aucun parent ici. Je fus donc placé dans une pension, d'ailleurs excellente, à Édimbourg, et j'y demeurai jusqu'à 17 ans. En 1878, mon père, alors capitaine de son régiment, obtint un congé de 12 mois et revint ici. Il m'adressa un télégramme de Londres annonçant qu'il était bien arrivé et qu'il m'attendait immédiatement à l'hôtel Langham. Son message était plein de tendresse. En arrivant à Londres, je me rendis au Langham. Je fus informé que le capitaine Morstan était bien descendu ici, mais qu'il était sorti la veille au soir et qu'il n'était pas encore revenu. J'attendis tout le jour, en vain. À la nuit, sur les conseils du directeur de l'hôtel, j'informai la police. Le lendemain matin, une annonce à ce sujet paraissait dans tous les journaux. Nos recherches furent sans résultat, et depuis ce jour, je n'eus plus aucune nouvelle de mon malheureux père. Il revenait en Angleterre, le cœur riche d'espoir, pour trouver un peu de paix et de réconfort, et, au lieu de cela... Elle porta la main à la gorge, et un sanglot étrangla sa phrase. « La date » demanda Holmes, en ouvrant son carnet. « Il disparut le 3 décembre 1878. Voici presque 10 ans. » Ses bagages étaient restés à l'hôtel, mais ils ne contenaient aucun indice. Des vêtements, des livres, et un grand nombre de curiosités des îles Andaman. Il avait été officier de la garnison en charge des criminels relégués là-bas. Avait-il quelques amis en ville? Un seul que je sache, le major Solto, du même régiment, le 34e d'infanterie de Bombay. Le major
avait pris sa retraite un peu auparavant et il vivait à Upper Norwood. Nous l'avons joint, bien entendu, mais il ignorait même que son ami était en Angleterre. Singulière affaire, remarqua Holmes. Je ne vous ai pas encore raconté la partie la plus déroutante. Il y a 6 ans, le 4 mai 1882, pour être exact, une annonce parut dans le Times, demandant l'adresse de mademoiselle Mary Morstan, et déclarant qu'elle aurait avantage à se faire connaître. Il n'y avait ni nom, ni adresse. Je venais d'entrer alors comme gouvernante dans la famille de madame Cecil Forrester. Sur les conseils de cette dame, je fis publier mon adresse dans les annonces. Le même jour, je recevais par la poste un petit écrin en carton contenant une très grosse perle du plus bel Orient. Rien d'autre. Depuis ce jour, j'ai reçu chaque année, à la même date, un colis contenant une perle semblable, et sans aucune indication de l'expéditeur. J'ai consulté un expert. Ces perles sont d'une espèce rare et d'une valeur considérable. Jugez vous-même si elles sont belles. Elle ouvrit une boîte plate et nous présenta 6 perles, les plus pures que j'ai jamais vues. Votre récit est très intéressant, dit Sherlock Holmes. Y a-t-il eu autre chose? Oui, pas plus tard qu'aujourd'hui. C'est pourquoi je suis venu à vous. J'ai reçu une lettre ce matin. La voici. Merci, dit Holmes. L'enveloppe aussi, s'il vous plaît. Estampille de la poste. Londres, secteur sud-ouest. Date 7 juillet. La marque d'un pouce dans le coin. Probablement celui du facteur. Enveloppe à 6 pence le paquet. Papier à lettres luxueux. Pas d'adresse. Soyez ce soir à 7 heures au Lyceum Theatre, près du 3e pilier en sortant à partir de la gauche. Si vous n'avez pas confiance, convoquez 2 amis. Vous êtes victime d'une injustice qui sera réparée. N'amenez pas la police. Si vous le faisiez, tout échouerait. Votre ami inconnu. Eh bien, voilà un très joli petit mystère. Qu'avez-vous l'intention de faire, mademoiselle Morstan? C'est exactement la question que je voulais vous poser. En ce cas, nous irons certainement au rendez-vous. Vous, moi et... Oui, bien entendu, le docteur Watson. Votre correspondant perd mes 2 amis. Le docteur est exactement l'homme qu'il faut. Nous avons déjà travaillé ensemble. Mais voudra-t-il venir? Demanda-t-elle d'une voix pressante. Je serai fier et heureux, dis-je avec ferveur, si je puis vous être de quelque utilité. Vous êtes très aimables tous les deux, répondit-elle. Je mène une vie retirée, et je n'ai pas d'amis à qui je puisse faire appel. Je pense que nous aurons le temps si je reviens ici à 6 heures. Pas plus tard, dit Holmes. Une autre question, si vous permettez. L'écriture sur cette enveloppe est-elle la même que celle que vous avez vue sur les boîtes contenant les perles? Je les ai ici, répondit-elle, en montrant une demi-douzaine de morceaux de papier. Vous êtes une cliente exemplaire, vous savez intuitivement ce qui est important. Voyons maintenant. Étalant les papiers sur la table, il les compara d'un regard vif et pénétrant. L'écriture est déguisée, sauf sur la lettre, mais l'auteur est certainement une seule et même personne, dit-il. Regardez comment le grec réapparaît à la moindre inattention, et la courbure particulière du S final. Je ne voudrais surtout pas vous donner de faux espoirs, mademoiselle Morstan, mais y a-t-il une ressemblance quelconque entre cette écriture et celle de votre père? Aucune. Elles sont très différentes. Je m'attendais à cette réponse. Eh bien, à ce soir 6 heures, donc. Permettez-moi de garder ces papiers. Il n'est que 3h30 et je peux en avoir besoin avant votre retour. Au revoir. Au revoir, répondit la jeune femme. Reprenant sa boîte de perles, elle gratifia chacun de nous d'un charmant sourire et se retira rapidement. Je la regardai par la fenêtre marcher dans la rue d'un pas vif, jusqu'à ce que le turban gris et la plume blanche se fondissent dans la foule. Quelle séduisante jeune femme, m'écriai-je en me retournant vers mon compagnon. Il avait rallumé sa pipe et s'était enfoncé dans son fauteuil les yeux fermés. Vraiment? Dit-il languissamment. Je n'avais pas remarqué. Vous êtes un véritable automate, dis-je. Une machine à raisonner. Je vous trouve parfois radicalement inhumain. Il sourit pour répliquer. Il est essentiel que je ne me laisse pas influencer par des qualités personnelles. Un client n'est pour moi que l'élément d'un problème. L'émotivité contrarie le raisonnement clair et le jugement sain. La femme la plus séduisante que j'ai connue fut pendue parce qu'elle avait empoisonné 3 petits-enfants afin de toucher l'assurance vie contractée sur leur tête. D'autre part, l'homme le plus antipathique de mes relations est un philanthrope qui a dépensé près de 250 000 livres pour les pauvres. Dans ce cas particulier, cependant, je ne fais jamais d'exception. L'exception infirme la règle. Avez-vous jamais eu l'occasion d'étudier le caractère de quelqu'un à travers son écriture? Que pensez-vous de celle-ci? Elle est lisible et régulière, répondis-je.
celle d'un homme habitué aux affaires, et doué d'une certaine force de caractère. Holmes secoua la tête. Regardez les lettres à boucles. Elles se différencient à peine du reste. Ce D pourrait être un A, et ce L un E. Les hommes de caractère différencient toujours les lettres à boucles, aussi mal qu'ils écrivent. Les K vacillent un peu, et les majuscules dénotent une certaine vanité. Bien. Maintenant je vais sortir, j'ai besoin de quelques renseignements. Laissez-moi vous recommander ce livre, Watson, il est remarquable. C'est Le Martyr de l'homme, de Winwood Reade. Je serai de retour dans 1 heure. Je pris le volume et m'installai près de la fenêtre, mais mes pensées s'éloignèrent bientôt des audacieuses spéculations de l'écrivain. Je revoyais la jeune femme, son sourire. J'entendais à nouveau sa voix flexible et mélodieuse, racontant l'étrange mystère qui planait sur sa vie. Si elle avait 17 ans au moment de la disparition de son père, elle en avait 27 maintenant, le bel âge. La jeunesse encore éclatante et dépouillée de son égoïsme, tempérée par l'expérience. Ainsi rêvais-je, assis dans mon fauteuil, jusqu'à ce que des pensées dangereuses me vinssent à l'esprit. Alors je me précipitai à mon bureau et me jetai à corps perdu dans le dernier traité de pathologie. Que me croyais-je donc, moi, simple chirurgien militaire affligé d'une jambe faible et d'un compte en banque encore plus faible, pour me laisser aller à de telles idées? Cette jeune femme n'était que l'un des éléments, des facteurs du problème. Si mon avenir était sombre, mieux valait le regarder en face comme un homme, plutôt que de le camoufler sous les fantaisies irréelles de l'imagination. Et c'est la fin du chapitre 2. On va s'arrêter là pour la première partie de lecture de ce soir. On se marque une pause, les amis. Courte pause avant d'enchaîner avec les chapitres 3 et 4, ce qui clôturera le live d'aujourd'hui. Et ça fait super plaisir de revenir en live! Parce que ça y est, autant ça me faisait plaisir de revenir en live, de revenir vous parler, de partager avec vous dans le chat, de discuter avec vous, de faire un petit peu l'historique de tout ce qui s'était passé ces derniers temps. Mais en plus de tout ça, même la lecture, l'activité de lecture à voix haute m'avait manqué et j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment kiffé. Pourtant, pendant ma pause, j'ai lu. Bon, pas à voix haute, parce que quand je suis tout seul, je lis pas à voix haute pour moi-même, bien que ça me soit arrivé, fut un temps. Mais ouais, j'ai lu, alors rien à voir, mais j'ai commencé à lire du Isaac Asimov. Je le lis en perso parce que c'est pas dans le domaine public, donc je peux pas vous le lire en live. Mais ouais, je voulais à tout prix lire du Isaac Asimov. J'aurais préféré lire Le cycle des robots, mais j'ai pas trouvé les tomes qui m'intéressaient. Donc du coup, j'ai commencé à lire Fondation avec les 2 premiers tomes. Donc c'est du coup Fondation... Et après, je crois que c'est L'Empire et la Fondation, un truc comme ça, les titres. Et je vous les conseille grandement, je trouve que c'est vraiment de la bonne science-fiction, et je comprends que tout le monde en vante les mérites. Je trouve vraiment que c'est l'une des œuvres de science-fiction les mieux écrites que j'ai lues. L'histoire est hyper intéressante, les rebondissements sont vraiment très cool, et il y a plein de fois où j'ai été repris comme ça, où j'ai eu un chamboulement, voilà, où j'ai été totalement étonné de ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment de la bonne qualité, et j'ai hâte de lire la suite. Et j'ai vraiment compris aussi à quel point ça avait influencé la science-fiction de manière générale a posteriori, parce que j'ai l'impression que toutes les œuvres de science-fiction que j'avais lues jusqu'à présent écrivaient de la même manière que Isaac Asimov, en moins bonne qualité. Donc vraisemblablement c'est vraiment Isaac Asimov qui a instauré cette manière d'écrire pour la science-fiction, entre guillemets. Bref, c'était une petite parenthèse. J'espère que la lecture vous plaît, les amis. Je vois que vous êtes encore assez nombreux, ça fait plaisir. Bonsoir Baby Moth, autrement dit Killa Kawaii. Bonsoir, ça me fait plaisir de te voir. J'espère que tout cela est à votre goût également. Pour le moment, je dois vous dire que... Alors après, Le Chien des Baskerville, je vous l'avais lu il y a un peu plus de 2 ans. Donc c'est pas hyper frais non plus dans mon esprit. Mais et sur 2 chapitres, c'est dur de se prononcer. Mais de ce dont je me souviens du Chien des Baskerville, j'ai l'impression d'avoir déjà une petite préférence pour Le Signe des 4. J'ai l'impression qu'il n'est pas écrit tout à fait de la même manière. D'ailleurs, j'avais regardé rapidement sur Wikipédia, si je dis pas de bêtises, Le Signe des 4, ça doit être le 2e roman de la série Sherlock Holmes, donc c'est l'un des plus anciens. Tandis que Le Chien des Baskerville est arrivé plus tard. Et ouais,
En tout cas, là, dans ce début, on n'a que 2 chapitres, donc voilà, c'est vraiment de la mise en place. Mais j'aime beaucoup. Comme dans Le Chien des Baskerville, si je ne me trompe pas, on a toujours le fameux Watson en narrateur, ce qui est aussi très sympathique, je trouve. D'autant qu'il y a cette histoire développée un peu étrange et cool à la fois, d'inscrire ça dans une série, mais d'inscrire ça dans une série méta. C'est-à-dire que, je l'ai lu tout à l'heure, Watson dit lui-même à Sherlock Holmes qu'il a écrit ses aventures. Et Sherlock Holmes dit lui-même qu'il a lu les aventures de Sherlock Holmes écrites par Watson. Enfin, du coup, c'est vachement méta et c'est hyper sympathique comme manière de mettre en abîme le narrateur de Watson. Donc ça, c'est vraiment super bien travaillé, je trouve. Qu'allais-je dire aussi par rapport à cela, mince. D'ailleurs, une étude en rouge, il me semble avoir vu sur internet que c'était le nom du premier roman de Sherlock Holmes, donc ça suit vraiment, c'est bien foutu quand même. Et justement, l'écoute aux portes dans le chat qui nous dit quelle personnalité ce Sherlock. Et justement, je trouve que la personnalité de Sherlock Holmes est beaucoup plus marquée pour le moment dans Le Signe des Quatre qu'elle ne l'était dans Le Chien des Baskerville. C'était quelque chose que je vous avais communiqué, je pense, lors de la lecture du Chien des Baskerville et aussi lors du let's play sur le jeu Sherlock Holmes Crimes and Punishment qu'on a fait récemment, plus tôt dans l'année. Je vous avais dit que ça m'avait étonné parce que dans la littérature, j'avais pas l'impression de retrouver tous ces traits de Sherlock Holmes, un petit peu badin, un petit peu mauvais garçon entre guillemets, voilà, alors que c'est toute la force du personnage dans les séries télé, dans les jeux vidéo, etc. Ce côté à la limite du connard entre guillemets, un petit peu supérieur, un petit peu suffisant, qui va ici par exemple avoir usage des drogues pour stimuler son cerveau, etc., qui s'ennuie de tout et de la vie banale comme il disait. Et ce côté-là, je trouve que c'est un côté qui n'était pas présent, ou en tout cas j'en ai pas tant le souvenir que ça. C'est un côté qui m'a pas, du moins, autant marqué dans Le Chien des Baskerville. Et donc là, de le découvrir de manière aussi abrupte, dès la scène d'exposition, dès le début du roman, je trouve que ça nous plonge complètement du coup dans le mythe de Sherlock Holmes, beaucoup plus proche du mythe que je connais par les séries, films, jeux, etc. Donc là, du coup, je me dis, ah d'accord, donc ça vient vraiment de quelque part. Et ouais, c'est bien écrit. Et en plus, ce qui est très cool, c'est que, malgré ce côté peut-être un petit peu méprisant, justement, il a une humanité qui se gagne grâce au personnage de Watson. C'est pour ça aussi que c'est malin de mettre Watson en narrateur. Parce que du coup, vu que Watson a une certaine sympathie pour Holmes, malgré certains comportements un petit peu limites, du coup nous ça nous fait aussi l'accepter plus facilement, et en plus quand Sherlock Holmes impressionne de son génie Watson, pareil, nous on se met dans la peau de Watson et on le reçoit de la même manière vu que c'est le narrateur. Donc franchement c'est hyper bien joué. D'ailleurs j'ai l'impression que le côté Sherlock Holmes analytique, j'ai l'impression aussi, déjà en si peu de temps, de le trouver encore une fois beaucoup plus présent que dans Le Chien des Baskerville. Alors je sais pas si Le Chien des Baskerville c'est vraiment une œuvre différente des autres, ou si au fur et à mesure des années, dans sa série, il a changé sa manière d'écrire petit à petit, et il a fait évoluer le mythe de Sherlock Holmes, quoi. Mais c'est vrai que là, j'ai l'impression plus d'avoir affaire à l'image typique, à l'image mythique de Sherlock Holmes, c'est-à-dire vraiment très analytique, en mode je prends une montre, je suis capable de te dire il y a ça. Il a une érudition de dingue, il connaît plein de choses sur plein de sujets, à tel point qu'il en écrit des essais pour aider les autres détectives, enfin bref. Mais ouais, tout ça je trouve ça très très cool, parce que du coup t'as vraiment l'impression, comme dans les séries, de résolution complète. T'as vraiment l'impression que il a des capacités que toi t'as pas, et que par des déductions qui semblent simples, il va te retourner le cerveau totalement et te faire des chemins de pensée incroyables, quoi. Donc ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup être confronté à ce Sherlock. Je pense que je vais beaucoup aimer Le Signe des Quatre. Enfin, je dis ça, j'ai lu 2 chapitres, en vrai c'est rien, mais je sais pas, je le sens bien ce départ.
Re-Jumpy. C'est le premier où Watson et Sherlock se rencontrent. Ah d'accord, dans le premier roman, Sherlock et Watson se rencontrent, c'est cool ça. Petit Poulpe, c'est justement ce que je veux savoir parce que tu disais ne pas avoir l'impression que ce soit un connard alors que bah... Ouais, là franchement il a beaucoup plus la caractéristique du connard je trouve. On va voir, mais pour le moment je suis assez emballé. En plus le début de l'affaire tel qu'il est présenté a l'air assez intriguant. Déjà ce rendez-vous mystérieux, voilà, c'est un grand classique de faire des rendez-vous mystérieux, etc. Mais ça marche très très bien je trouve. Donc ça, bah, ça me botte. Et en plus, le délire de perles reçues pendant des années, etc. Enfin, je trouve ça intriguant. Je trouve ça très intriguant. Ça peut être très sympathique. Et sans plus tarder, nous allons en apprendre davantage justement sur ce mystère avec le chapitre 3 et le chapitre 4 que je vais lire dans la foulée. On est reparti pour 20 pages, donc je devrais remettre à peu près le même temps de lecture, entre 20 et 30 minutes. Approximativement. Et puis, bah écoutez, je crois qu'on est reparti, j'arrête de bavarder. A tout à l'heure pour l'outro du live les amis. Bonne écoute à tous encore une fois. On est parti. « 3. En quête d'une solution. Holmes ne revint qu'à 5h30. Alerte et souriant, il paraissait d'excellente humeur. État d'esprit qui alternait chez lui avec des accès de dépression profonde. « Il n'y a pas grand mystère dans cette affaire, dit-il en prenant la tasse de thé que je venais de lui verser. Les faits ne semblent admettre qu'une seule explication. »« Quoi ? Vous avez déjà trouvé la solution ? » ?»« Ma foi, ce serait aller trop loin. J'ai découvert un fait significatif, c'est tout. Mais il est très significatif. Il manque encore les détails. Je viens de trouver en effet, en consultant les archives du Times, que le major Sholto de Upper Norwood, ancien officier du 34e régiment d'infanterie, est mort le 28 avril 1882. Je suis peut-être très obtus, Holmes, mais je ne vois rien de significatif en cela. Non ? Vous me surprenez. Eh bien, veuillez considérer les faits que voici. Le capitaine Morstan disparaît. La seule personne qu'il connaissait à Londres est le major Sholto. Or, celui-ci affirme ignorer la présence du capitaine en Angleterre. 4 ans plus tard, Sholto meurt. Dans la semaine qui suit sa mort, la fille du capitaine Morstan reçoit un présent d'une grande valeur, lequel se répète chaque année. La lettre d'aujourd'hui la décrit comme victime d'une injustice. Or, cette jeune femme a-t-elle subi d'autres préjudices que la disparition de son père ? Et pourquoi les cadeaux commencent-ils immédiatement après la mort de Sholto, sinon parce que son héritier, sachant quelque chose, veut réparer un tort ? À moins que vous n'ayez une autre théorie qui cadre avec tous ces faits. Tout de même, n'est-ce pas une étrange façon de compenser la disparition d'un père ? Et quelle curieuse manière de procéder. Pourquoi d'autre part écrire cette lettre aujourd'hui, plutôt qu'il y a 6 ans ? Enfin, il est question de réparer une injustice. Comment ? En lui rendant son père ? On ne peut admettre qu'il soit encore vivant. Or, cette jeune femme n'est victime d'aucune autre injustice. Il y a des difficultés, mais notre expédition de ce soir les aplanira toutes. Ah, voici un fiacre. Mademoiselle Morstan est à l'intérieur. Êtes-vous prêt ? Alors descendons, car il est 6 heures passées. Je pris mon chapeau et ma plus grosse canne. J'observai que Holmes prenait son revolver dans le tiroir et le glissait dans sa poche. Il pensait donc que notre soirée pourrait se compliquer. Mademoiselle Morstan était enveloppée d'un manteau sombre. Son visage fin était pâle mais calme. Il aurait fallu qu'elle fût plus qu'une femme pour ne pas éprouver un malaise devant l'étrange expédition dans laquelle nous nous embarquions. Cependant, elle était très maîtresse d'elle-même, à en juger par les claires réponses qu'elle fit aux questions de Holmes, que Holmes lui posa. « Dans ses lettres, papa parlait beaucoup du major Sholto, dit-elle. Ils devaient être amis intimes. Ils s'étaient sans doute trouvés très souvent ensemble puisqu'ils condamnaient les troupes des îles Andaman. Pendant que j'y pense, un étrange document a été trouvé dans le bureau de papa. Personne n'a pu le comprendre. Je ne pense pas qu'il soit de la moindre importance, mais peut-être aimeriez-vous en prendre connaissance. Le voici. » Holmes déplia soigneusement la feuille de papier et la lissa sur son genou. Puis il l'examina à l'aide de sa loupe. « Le papier a été fabriqué aux Indes, remarqua-t-il. Il fut à un moment épinglé à une planche. Le schéma dessiné semble être le plan d'une partie d'un grand bâtiment pourvu de nombreuses entrées, couloirs et corridors.
Une petite croix a été tracée à l'encre rouge. Au-dessus d'elle, il y a 3,37 degrés à partir de la gauche. Non, pardon. Au-dessus d'elle, il y a 3,37 à partir de la gauche, écrit au crayon. Dans le coin gauche, un curieux hiéroglyphe ressemblant à 4 croix alignées à se toucher. À côté, en lettres malhabiles et grossières, il est écrit « Le signe des 4. Jonathan Small, Mahomet Singh, Abdullah Khan, Dost Akbar. » Non, j'avoue ne pas voir comment ce document pourrait se rattacher à notre affaire, mais il est certainement important. Il a été soigneusement rangé dans un portefeuille, car le verso est aussi propre que le recto. Je l'ai en effet trouvé dans son portefeuille. Gardez-le précieusement, mademoiselle Morstan. Il pourrait nous servir. Je commence à me demander si cette affaire n'est pas plus profonde et subtile que je ne l'avais d'abord supposé. Il me faut reconsidérer mes idées. Il se rencogna dans le siège de la voiture. À son front plissé et à son regard absent, je devinai qu'il réfléchissait intensément. Mademoiselle Morstan et moi conversâmes à mi-voix sur notre présente expédition et ses résultats possibles, mais Holmes se cantonna dans une réserve impénétrable jusqu'à la fin du voyage. Nous étions en septembre. La soirée s'annonçait aussi lugubre que le jour. Un brouillard dense et humide imprégna la grande ville. Des nuages couleur de boue se traînaient misérablement au-dessus des rues bourbeuses. Le long du Strand, les lampadaires n'étaient plus que des points de lumière diffuse et détrempés, jetant une faible lueur circulaire sur le pavé gluant. Les lumières jaunes des vitrines éclairaient par places l'atmosphère moite. Il y avait, me semblait-il, quelque chose de fantastique et d'étrange dans cette procession sans fin de visages, surgissant un instant pour disparaître ensuite. Visages tristes ou heureux, hagards ou satisfaits. Glissant de la morne obscurité à la lumière pour retomber bientôt dans les ténèbres, il symbolisait l'humanité entière. Je ne suis pas généralement impressionnable, mais cette ambiance et les bizarreries de notre entreprise s'allièrent pour me déprimer. L'attitude de mademoiselle Morstan reflétait la mienne. Holmes, lui, pouvait s'élever au-dessus d'influences semblables. Il tenait son carnet ouvert sur son genou et, s'éclairant de sa lampe de poche, il inscrivait de temps à autre des phrases et des chiffres. Au Lyceum Theatre, la foule se pressait devant les entrées latérales. Le long de la façade défilait une ligne ininterrompue de fiacres et de voitures particulières qui déchargeaient leur cargaison d'hommes et de femmes en tenue de soirée. À peine étions-nous parvenus au 3e pilier, lieu de notre rendez-vous, qu'un petit homme brun et vif, vêtu en cocher, nous accostait. « Êtes-vous les personnes qui accompagnent mademoiselle Morstan » demanda-t-il. « Je suis mademoiselle Morstan, et ces 2 messieurs sont mes amis, dit-elle. Il leva vers nous un regard étonnamment scrutateur. « Vous m'excuserez, mademoiselle, dit-il d'un ton plutôt rogue, mais il faut que vous me donniez votre parole d'honneur qu'aucun de ces messieurs n'est un policier. »« Je vous en donne ma parole, » répondit-elle. Il émit un sifflement aigu. Un gamin amena une voiture dont il ouvrit la porte. L'homme qui nous avait abordés monta sur le banc du conducteur tandis que nous prenions place à l'intérieur. À peine étions-nous installés que le cocher fouetta ses chevaux et nous entraîna dans les rues brumeuses à une allure folle. Notre situation était curieuse. Nous nous rendions dans un endroit inconnu pour des raisons inconnues. Cependant, cette invitation était ou bien une mystification complète, hypothèse difficile à soutenir, ou bien la preuve que des événements importants se préparaient. Mademoiselle Morstan paraissait plus résolue et plus décidée que jamais. J'entrepris de la distraire par le récit de certaines de mes aventures en Afghanistan. Mais à dire vrai, j'étais moi-même si curieux de notre destination que mes histoires s'embrouillèrent quelque peu. Aujourd'hui encore, elle affirme que je lui ai raconté une émouvante anecdote, selon laquelle, la gueule d'un fusil ayant surgi à l'intérieur de ma tente au milieu de la nuit, j'aurais empoigné un fusil de chasse et tiré en cette direction. En tout cas, notre itinéraire m'intéressait plus que ces vieilles histoires. J'avais suivi au début la direction dans laquelle nous allions, mais bientôt le brouillard, la vitesse et ma connaissance limitée de Londres me firent perdre le fil. Je ne sus plus rien, sinon que nous faisions un long trajet. Mais Sherlock Holmes suivait notre route. Il murmurait le nom des quartiers et des rues tortueuses que notre voiture dévalait à grand bruit. « Rochester Row, dit-il. Maintenant Vincent Square. Nous arrivons sur la route du pont de Vauxhall. Apparemment, nous nous dirigeons du côté de Surrey. Oui, c'est ce que je pensais. Nous sommes sur le pont à présent. Vous pouvez apercevoir les reflets du fleuve. » Nous pûmes distinguer, en effet, une partie de la Tamise dans laquelle les lampadaires miroitaient faiblement. Mais déjà notre véhicule s'engageait de l'autre côté dans un labyrinthe de rues.
Wandsworth Road, dit mon compagnon. Priory Road, Lockhall Lane, Stockwell Place, Robert Street, Calderbourg Lane. Notre enquête ne semble pas nous mener vers un quartier bien élégant. Il est vrai que l'aspect des rues n'était pas encourageant. La monotonie des maisons de briques n'était coupée çà et là que par les cafés situés au croisement. Puis apparurent des villas à 2 étages, chacune possédant son jardin miniature, et ce fut à nouveau l'interminable alignement de bâtiments neufs et criards qui ressemblaient à des tentacules monstrueux que la ville géante aurait lancés dans la campagne environnante. Notre voiture stoppa enfin à la 3e maison d'une rue nouvellement percée. Les autres immeubles paraissaient inhabités. Celui devant lequel nous nous étions arrêtés était aussi sombre que les autres, mais une faible lueur brillait à la fenêtre de la cuisine. Dès que l'on frappa, la porte fut ouverte par un serviteur hindou nanti d'un turban jaune et d'amples vêtements blancs serrés à la taille par une ceinture également jaune. Il y avait quelque chose d'incongru dans cette apparition orientale qui s'encadrait dans la porte d'une banale maison de banlieue. « Le saïb vous attend, dit-il. Au même moment, une voix pointue et criarde s'éleva de l'intérieur. « Fais-les entrer, Kit Mudgar, cria-t-elle. Introduisez-les ici tout de suite. « 4. Le récit de l'homme chauve. Nous suivîmes l'hindou le long d'un couloir sordide, mal éclairé et encore plus mal meublé. Au bout, il ouvrit une porte sur la droite. L'éclat d'une lampe jaune nous accueillit. Au milieu de cette clarté soudaine se tenait un petit homme au crâne immense, nu, étincelant. Une couronne de cheveux roux autour de la tête évoquait irrésistiblement le sommet d'une montagne surgissant d'entre une forêt de sapins. L'homme debout tordait nerveusement ses mains. Les traits de son visage s'altéraient sans cesse, et l'expression de sa physionomie passait du sourire à la maussaderie sans qu'on sût pourquoi. En outre, il était affligé d'une lèvre inférieure pendante, qui laissait voir une rangée de dents jaunes et mal plantées. Il tentait de les dissimuler en promenant constamment sa main sur la partie inférieure de son visage. Il paraissait jeune, malgré sa calvitie. De fait, il venait d'avoir 30 ans. « Je suis votre serviteur, mademoiselle Morstan, » répétait-il de sa voix pointue. « Votre serviteur, messieurs. Je vous prie d'entrer dans mon petit sanctuaire. Il n'est pas grand, mademoiselle, mais je l'ai aménagé selon mon goût. Une oasis de beauté dans le criant désert du sud de Londres. » Nous fûmes tous abasourdis par l'aspect de la pièce dans laquelle il nous conviait. Elle paraissait aussi déplacée dans cette triste maison qu'un diamant de l'eau la plus pure sur une monture de cuivre. Les murs étaient ornés de tapisseries et de rideaux d'un coloris et d'un travail incomparable. Ici et là, on les avait écartés pour mieux faire ressortir un vase oriental ou quelque peinture richement encadrée. Le tapis ambre et noir était si doux, si épais, que le pied s'y enfonçait avec plaisir comme dans un lit de mousse. 2 grandes peaux de tigre ajoutaient à l'impression de splendeur orientale. Un gros narguilé, posé sur un plateau, ne déparait pas l'ensemble. Suspendu au milieu de la pièce par un fil d'or presque invisible, un brûle parfum en forme de colombe répandait une odeur subtile et pénétrante. Le petit homme se présenta en sautillant. « Monsieur Tadeo Sholto, tel est mon nom. Vous êtes mademoiselle Morstan, bien entendu, et ces messieurs... Voici monsieur Sherlock Holmes et le docteur Watson. »« Un médecin, s'écria-t-il très excité. « Avez-vous votre stéthoscope? Pourrais-je vous demander? Auriez-vous l'obligeance? J'ai des doutes sérieux quant au bon fonctionnement de ma valvule mitrale, et si ce n'était trop abusé, je crois pouvoir compter sur l'aorte, mais j'aimerais beaucoup avoir votre opinion sur la mitrale. » Je sculptai son cœur comme il me le demandait, mais je ne trouvai rien d'anormal, sauf qu'il souffrait d'une peur incontrôlable. Il tremblait d'ailleurs de la tête aux pieds. « Tout semble normal, dis-je. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. »« Vous voudrez bien excuser mon anxiété, mademoiselle Morstan, remarqua-t-il légèrement. Je suis de santé fragile, et depuis longtemps cette valvule me préoccupait. Je suis enchanté d'apprendre que c'était à tort. Si votre père, mademoiselle, n'avait fatigué son cœur à l'excès, il pourrait être encore vivant aujourd'hui. » J'aurais voulu le gifler. J'étais indigné par cette façon grossière et nonchalante de parler d'un sujet aussi pénible. Mademoiselle Morstan s'assit, une pâleur extrême l'envahit. Ses lèvres devinrent blanches. « Au fond de moi, je savais qu'il était mort, » murmura-t-elle. « Je peux vous donner tous les détails, dit-il. Mieux, je puis vous faire justice, et je le ferai, quoi qu'en dise mon frère Bartholomew.
Je suis très heureux de la présence de vos amis ici. Non seulement parce qu'ils calment votre appréhension, mais aussi parce qu'ils seront témoins de ce que je vais dire et faire. Nous 4 pouvons affronter mon frère Bartholomew, mais n'y mêlons pas des étrangers, ni police, ni d'autres fonctionnaires. S'il n'y a pas d'intervention intempestive, nous parviendrons à tout arranger d'une manière satisfaisante. Rien n'ennuierait plus mon frère Bartholomew que de la publicité autour de cette affaire. Il s'assit sur un pouf et ses yeux bleus, faibles et larmoyants, nous interrogèrent. En ce qui me concerne, ce que vous direz n'ira pas plus loin, fit Holmes. J'acquiesçai d'un signe de tête. Voilà qui est bien, dit l'homme. Très bien. Puis-je vous offrir un verre de Chianti, mademoiselle Morstan, ou de Tokay? Je n'ai pas d'autre vin. Ouvrirai-je une bouteille? Non. J'espère alors que la fumée ne vous incommode pas. Le tabac d'Orient dégage une odeur balsamique. Je suis un peu nerveux, voyez-vous, et le narguilé est pour moi un calmant souverain. Il approcha une bougie, et bientôt la fumée passa en bulles joyeuses à travers l'eau de rose. Assis en demi-cercle, tête en avant, le menton reposant sur les mains, nous regardions tous trois le petit homme à l'immense crâne luisant, qui nous faisait face en tirant sur sa pipe d'un air mal assuré. Après avoir décidé d'entrer en relation directe avec vous, dit-il, j'ai hésité à vous donner mon adresse. Je craignais que, ne tenant pas compte de ma demande, vous n'ameniez avec vous des gens déplaisants. Je me suis donc permis de vous donner un rendez-vous de telle manière que Williams puisse d'abord vous voir. J'ai complètement confiance en cet homme. Je lui avais d'ailleurs recommandé de ne pas vous amener au cas où vous lui sembleriez suspect. Vous me pardonnerez ces précautions, mais je mène une vie quelque peu retirée. De plus, rien n'est plus répugnant à ma sensibilité, que je pourrais qualifier de raffinée, qu'un policier. J'ai une tendance naturelle à éviter toute forme de matérialisme grossier, et c'est rarement que j'entre en contact avec la vulgarité de la foule. Je vis, comme vous pouvez le constater, dans une ambiance élégante. Je pourrais m'appeler un protecteur des arts. C'est ma faiblesse. Ce paysage est un corote authentique. Un expert pourrait peut-être formuler quelques réserves en ce qui concerne ce Salvatore Rosa, mais ce Bouguereau, en revanche, n'offre pas matière à discussion. J'ai un penchant marqué pour la récente école française, je l'avoue. Vous m'excuserez, monsieur Sholto, dit mademoiselle Morstan, mais je suis ici sur votre demande pour entendre quelque chose que vous désirez me dire. Il est déjà très tard et j'aimerais que l'entrevue soit aussi courte que possible. Même si tout va bien, ce sera long, répondit-il. Il nous faudra certainement aller à Norwood pour voir mon frère Bartholomew. Nous essaierons tous de lui faire entendre raison. Il est très en colère contre moi parce que j'ai fait ce qui me semblait juste. Nous nous sommes presque querellés la nuit dernière. Vous ne pouvez imaginer comme il est terrible lorsqu'il est en colère. S'il nous faut aller à Norwood, nous ferions peut-être aussi bien de partir tout de suite, hasardai-je. Il rit au point d'en faire rougir ses oreilles. Ce n'est pas possible, s'écria-t-il. Je ne sais comment il réagirait si je vous amenais d'une façon aussi impromptue. Non, je dois d'abord expliquer nos positions respectives, et tout d'abord il y a plusieurs points que j'ignore moi-même dans cette histoire. Je puis seulement vous exposer les faits tels qu'ils me sont connus. Le major John Sholto, qui appartenait à l'armée des Indes, était mon père, comme vous l'avez peut-être deviné. Il prit sa retraite il y a environ 11 ans, et vint s'installer à Pondicherry Lodge, situé dans Upper Norwood. Il avait fait fortune aux Indes. Il en ramena une somme d'argent considérable, une grande collection d'objets rares et précieux, et enfin quelques serviteurs indigènes. Il s'acheta alors une maison et vécut d'une manière luxueuse. Mon frère jumeau Bartholomew et moi étions ses seuls enfants. Je me souviens fort bien de la stupéfaction que causa la disparition du capitaine Morstan. Nous lûmes les détails dans les journaux et, sachant qu'il avait été un ami de notre père, nous discutâmes librement le cas en sa présence. D'ailleurs, il prenait part aux spéculations que nous fîmes pour expliquer le mystère. Jamais l'un ou l'autre nous n'avons soupçonné qu'il en gardait le secret caché en son cœur. Pourtant, il connaissait, lui seul au monde, le destin d'Arthur Morstan. Ce que nous savions, c'est qu'un mystère, un danger positif pesait sur notre père. Il avait grand peur de sortir seul, et il avait engagé comme portier 2 anciens professionnels de la boxe. Williams, qui vous a conduit ce soir, était l'un d'eux. Il fut en son temps champion d'Angleterre des poids légers. Notre père ne voulait pas nous confier le motif de ses craintes, mais il avait une aversion profonde pour les hommes à jambes de bois. À tel point qu'un jour, il n'hésita pas à tirer une balle de revolver contre l'un d'eux, qui n'était qu'un inoffensif commis-voyageur en quête de commande. Il nous fallut payer une grosse somme pour étouffer l'affaire. Mon frère et moi avions fini par penser qu'il s'agissait d'une simple lubie, mais les événements qui suivirent nous firent changer d'avis. Au début de 1882, mon père reçut une lettre en provenance des Indes. Il faillit s'évanouir devant son petit déjeuner en la lisant, et de ce jour il dépérit.
Nous n'avons jamais découvert le contenu de cette lettre, mais je pus voir au moment où il en prenait connaissance qu'elle ne comportait que quelques phrases griffonnées. Depuis des années, mon père souffrait d'une dilatation du foie. Son état empira rapidement. Vers la fin avril, nous fûmes informés qu'il était perdu et qu'il désirait nous entretenir une dernière fois. Quand nous entrâmes dans sa chambre, il était assis, soutenu par de nombreux oreillers, et il respirait péniblement. Il nous demanda de fermer la porte à clé et de venir chacun à côté du lit. Étreignant nos mains, il nous fit un étrange récit. L'émotion autant que la douleur l'interrompait. Je vais essayer de vous le dire en ses propres termes. En ce dernier instant, dit-il, une seule chose me tourmente l'esprit, la manière dont j'ai traité l'orpheline de ce malheureux Morstan. La maudite avarice qui fut mon péché capital a privé cet enfant d'un trésor dont la moitié au moins lui revenait. Et pourtant, je ne l'ai pas utilisé moi-même tant l'avarice est aveugle et stupide. Le simple fait de posséder m'était si cher que je répugnais à partager si peu que ce fût. Voyez-vous ce chapelet de perles à côté de ma bouteille de quinine? Je n'ai pu me résoudre à m'en séparer, et pourtant je l'ai sorti avec le ferme dessein de le lui envoyer. Vous, mes enfants, vous lui donnerez une part équitable du trésor d'Agra, mais ne lui envoyez rien, pas même le chapelet avant ma mort. Après tout, bien des hommes plus malades que moi se sont rétablis. Je vais vous dire comment Morstan est mort, poursuivit-il. Depuis longtemps il souffrait du cœur, mais il ne l'avait dit à personne. Moi seul étais au courant. Aux Indes, par un concours de circonstances extraordinaires, lui et moi étions entrés en possession d'un trésor considérable. Je le transportai en Angleterre, et dès le soir de son arrivée, Morstan vint me réclamer sa part. Il avait marché depuis la gare, et ce fut mon fidèle Lal Chowder, mort depuis, qui l'introduisit. Nous discutâmes de la répartition du trésor, et une violente querelle éclata. Au comble de la fureur, Morstan s'était levé, mais il porta soudain la main au côté. Son visage changea de couleur. Il tomba en arrière. Dans la chute, sa tête heurta l'angle du coffre au trésor. Quand je me penchai sur lui, je constatai avec horreur qu'il était mort. Un long moment, je restai immobile dans mon fauteuil, le cerveau vidé, sans savoir quoi faire. Ma première pensée fut bien sûr de courir chercher de l'aide, mais n'avais-je pas toutes les chances d'être accusé de meurtre? Sa mort était survenue au cours d'une querelle, et il y avait cette entaille à la tête qu'il s'était faite en tombant. Autant de lourdes présomptions contre moi. De plus, une enquête officielle dévoilerait à propos du trésor certains faits que je ne tenais nullement à divulguer. Morstan m'avait dit que personne au monde ne savait qu'il s'était rendu chez moi. Il ne me paraissait pas nécessaire que quiconque l'apprît jamais. J'étais en train de remuer tout cela dans ma tête quand, levant les yeux, je vis Lal Chowder dans l'encadrement de la porte. Il entra sans bruit et ferma à clé derrière lui. « Ne craignez rien, Sahib, dit-il. Personne n'a besoin de savoir que vous l'avez tué. Allons le cacher au coin, qui pourrait savoir? Je ne l'ai pas tué. Lal Chowder secoua la tête et sourit. J'ai entendu, Sahib, dit-il. J'ai entendu la dispute et j'ai entendu le coup. Mais mes lèvres sont scellées. Tous dorment dans la maison. Emmenons-le au loin. Ces paroles arrachèrent ma décision. Si le plus fidèle de mes serviteurs ne pouvait croire en mon innocence, comment convaincrais-je les 12 lourdeaux d'injuries? Lal Chowder et moi nous fîmes disparaître le corps cette même nuit. Et quelques jours plus tard, les journaux londoniens s'interrogeaient sur la disparition mystérieuse du capitaine Morstan. Vous comprenez par mon récit que sa mort ne saurait m'être imputée. Ma faute réside en ceci. J'ai caché non seulement le corps, mais aussi le trésor dont une part revenait de droit à Morstan ou à ses descendants. Je désire donc que vous fassiez une restitution. Venez tout près. Le trésor est caché dans... À cet instant, l'horreur le défigura. Ses yeux s'affolèrent et sa mâchoire tomba. « Chassez-le! Au nom du Christ, chassez-le » cria-t-il d'une voix que je n'oublierai jamais. Nous avons regardé vers la fenêtre sur laquelle son regard s'était fixé. Un visage surgit des ténèbres nous observait. C'était une tête chevelue et barbue, dont le regard cruel, sauvage, exprimait une haine ardente. Nous nous précipitâmes vers la fenêtre, mais l'homme avait disparu. Quand nous revînmes vers notre père, son menton s'était affaissé et son pouls avait cessé de battre. Nous fouillâmes le jardin cette nuit-là, mais sans trouver d'autre trace que l'empreinte d'un pied unique dans le lit de fleurs. Sur cette marque, peut-être aurions-nous cru que seule notre imagination avait fait surgir ce visage féroce. Nous eûmes cependant une autre preuve, encore plus flagrante que des ennemis nous entouraient. Le lendemain matin, on trouva ouverte la fenêtre de la chambre de notre père. Placards et tiroirs avaient été fouillés, et sur la poitrine du mort était fixé un morceau de papier avec ces mots griffonnés. Le signe des 4. Nous n'avons jamais appris ce que signifiait cette expression, ni qui en était l'auteur. À première vue, rien n'avait été dérobé, et pourtant tout avait été mis sans dessus-dessous. Mon frère et moi avons fait un rapprochement normal entre ce mystérieux incident et la peur dont notre père souffrit durant sa vie, mais le mystère pour nous reste entier.
Le petit homme s'arrêta pour rallumer son narguilé, et il fuma quelques instants en silence. Nous étions tous assis, immobiles, sous le coup de ce récit extraordinaire. Durant les brefs instants où la mort de son père avait été décrite, Mademoiselle Morstan était devenue livide, et j'avais craint qu'elle ne s'évanouît. Elle s'était cependant reprise après avoir bu un verre d'eau que je lui avais discrètement versé d'une carafe vénitienne à ma portée. Sherlock Holmes s'était renfoncé dans son siège dans une attitude absente, les yeux à peine ouverts. Je ne pus m'empêcher de penser en le regardant que le matin même il s'était plaint de la banalité de l'existence. Là, en tout cas, il tenait un problème qui allait mettre sa sagacité à l'épreuve. Le regard de M. Thaddeus Sholto allait de l'un à l'autre, manifestement fier de l'effet produit par son histoire, il en reprit le fil, s'interrompant parfois pour tirer une bouffée. Mon frère et moi étions fort intéressés, comme vous pouvez l'imaginer, par ce trésor dont notre père avait parlé. Pendant des semaines et des mois, nous avons fouillé et retourné chaque parcelle du jardin sans pourtant trouver la cachette. La pensée que le secret était sur ses lèvres quand il mourut nous rendait fous de dépit. Nous pouvions préjuger de la splendeur de ce trésor d'après le chapelet de perles qui en faisait partie. Nous eûmes d'ailleurs une discussion à ce sujet, mon frère et moi. Les perles étaient évidemment d'une grande valeur, et Bartholomew ne voulait pas s'en séparer. Il avait hérité, soit dit entre nous, le penchant de mon père vers l'avarice. Il pensait aussi que le chapelet exciterait la curiosité et pourrait nous attirer des ennuis. Tout ce que je pus obtenir de lui fut que je trouverais l'adresse de Mademoiselle Morstan et que je lui enverrais une perle à intervalles réguliers, afin qu'elle ne se trouve jamais dans le dénuement. « C'était très charitable de votre part, » dit la jeune femme spontanément. « Je vous en suis très reconnaissante. » Le petit homme agita sa main. « Point du tout, dit-il. Nous étions votre dépositaire. Telle était du moins mon opinion. Mais j'avoue que mon frère Bartholomew ne m'a jamais suivi jusque-là. Nous jouissions nous-mêmes d'une belle aisance. Je ne désirais pas plus. D'ailleurs, il eût été du plus mauvais goût de se montrer aussi ladre envers une jeune femme. Le mauvais goût mène au crime, comme disent les Français non sans élégance. Bref, notre désaccord s'accentua au point que je trouvais préférable de m'installer chez moi. J'ai donc quitté Pondichéry Lodge, emmenant avec moi Williams et le vieux Kit Mudgar. Mais hier j'ai appris une nouvelle de grande importance. Le trésor a été découvert. J'ai aussitôt écrit à Mademoiselle Morstan, et il ne nous reste plus qu'à nous rendre à Norwood pour réclamer notre part. J'ai déjà exposé mon point de vue à mon frère la nuit dernière. Notre visite n'est sans doute pas souhaitée, mais elle est attendue. M. Thaddeus Sholto se tut, mais ne cessa pas pour autant de s'agiter sur son pouf de luxe. Nous restions tous silencieux pour mieux réfléchir au nouveau développement de cette mystérieuse affaire. Holmes fut le premier à se lever. « Vous avez fort bien agi, monsieur, du commencement à la fin, » dit-il. « Nous serons peut-être à même de vous prouver modestement notre reconnaissance en éclaircissant ce qui vous est encore obscur. Mais il est tard, comme l'a remarqué mademoiselle Morstan, et nous ferions bien de ne pas perdre de temps. » Notre hôte enroula soigneusement le tuyau de son narguilé, puis sortit de derrière un rideau un long et lourd manteau pourvu d'un col et de parements d'astracan. Il le boutonna soigneusement malgré la douceur oppressante de la nuit, et il ajusta sur sa tête une casquette en peau de lapin dont les pans se rabattaient sur les oreilles. « Ma santé est quelque peu fragile, » remarqua-t-il, tout en nous conduisant dans le couloir. « Je suis donc obligé de prendre de grandes précautions. » La voiture nous attendait. Notre voyage était apparemment prévu, car le conducteur partit aussitôt à vive allure. Thaddeus Sholto ne cessa pas de parler d'une voix de tête qui dominait le bruit des roues sur le pavé. « Bartholomew est un homme plein d'idées, » commença-t-il. « Comment pensez-vous qu'il découvrit le trésor? Il était arrivé à la conclusion qu'il se trouvait quelque part dans la maison. Il se mit donc à calculer les dimensions exactes de celle-ci, puis à les reporter, les vérifier. De cette manière, pas un seul centimètre de la construction ne pouvait échapper à ses investigations. Il s'aperçut, entre autres choses, que la hauteur du bâtiment était de 25 mètres, mais qu'en additionnant la hauteur des pièces superposées, il ne trouvait que 23 mètres 70, même en tenant largement compte de l'espace entre le plafond et le plancher. Il manquait donc 1 mètre 30. Ce mètre 30 ne pouvait être situé qu'au sommet du bâtiment. Mon frère fit alors un trou dans le plafond de la plus haute pièce et découvrit une petite mansarde. Étant complètement emmurée, elle était restée inconnue de tous. Le coffre au trésor était là, au milieu, reposant sur 2 poutres. Il le fit descendre par le trou et prit connaissance du contenu, dont il estime la valeur à 500 000 livres sterling au moins. À l'énoncé de cette somme gigantesque, nous nous regardâmes les yeux écarquillés. Si nous parvenions à assurer ses droits, mademoiselle Morstan, gouvernante dans le besoin, deviendrait la plus riche héritière d'Angleterre. Un ami loyal ne pouvait évidemment que se réjouir d'une telle nouvelle.
Cependant, je dois avouer pour ma honte que mon égoïsme fut le plus fort, et que mon cœur devint de plomb. Je balbutiai quelques mots de félicitations, puis, affaissé sur mon siège, la tête baissée, je m'abîmai dans ma déception, sans écouter le bavardage de Tadeo Sholto. C'était un hypocondriaque authentique. Je l'entendais vaguement qui dévidait un chapelet interminable de symptômes et qui implorait des renseignements sur la composition et l'action thérapeutique d'innombrables remèdes de charlatans. Il en avait dans la poche quelques spécimens soigneusement rangés dans un étui en cuir. J'espère qu'il ne se souvient d'aucune des réponses que je lui ai faites cette nuit-là. Holmes assure qu'il m'a entendu le mettre en garde contre le danger de prendre plus de 2 gouttes d'huile de ricin. J'aurais même, par contre, recommandé la strychnine en dose massive comme sédatif. Quoi qu'il en eût été, je fus certainement soulagé quand la voiture s'arrêta après une dernière secousse. Le cocher sauta de son siège pour nous ouvrir la porte. « Voici Pondichéry Lodge, mademoiselle Morstan, » dit Tadeo Sholto en lui tendant la main pour descendre. Et c'est la fin du chapitre 4, les amis. Ce sera donc également la fin de ce live. Nous passons à l'outro. Eh bien, je suis très content. Je suis grave content. En vrai, la pause m'a fait beaucoup de bien. Je vais pas vous mentir. Mais ça me fait aussi beaucoup de bien de vous revenir en live, les amis. Franchement, là, ces dernières semaines surtout, ça commençait à beaucoup me manquer de ne pas faire de live. En plus, on a échappé la catastrophe, comme je le disais, puisque dans l'après-midi, genre vraiment en fin d'après-midi, en plus vers genre 17-18 heures, j'ai perdu ma connexion. Comme je vous en avais prévenu sur les réseaux, en ce moment j'ai des problèmes avec mon opérateur internet. Et du coup, je discute avec eux par téléphone et ils me disent que, grosso modo, il y avait un risque que j'ai pas internet et que j'ai plus internet jusqu'au 22 août. Donc du coup j'étais là, quoi? Enfin bref. Donc ça a été vraiment chaud pour que ce live se fasse ce soir. En plus, encore une fois, il y a une chaleur assez incommensurable, mais j'avais vraiment à cœur de reprendre les lives le plus tôt possible. Tant pis, on a bravé les interdits, on a bravé tout ce qu'il y avait à braver, et nous voici en live, et on a bien profité, on a bien kiffé tous ensemble. J'espère que ça a été le cas pour vous en tout cas aussi. Personnellement, j'aime beaucoup le début de cette lecture du Signe des 4 de Sherlock Holmes. C'est vraiment mon délire. C'est vraiment mon délire. Là, j'ai beaucoup plus de facilité à entrer dedans. Je suis beaucoup plus happé par l'action. Les présentations, enfin voilà, le côté mystérieux du début, avec la mise en scène un petit peu comme ça de rendez-vous secret, etc. Et petit à petit, la mise en place du théâtre, si je peux dire, des opérations, est très intéressante, je trouve. On commence à avoir de plus en plus de personnages. Je pense qu'on aura très bientôt tous les personnages en jeu. Et après, ça va être juste de la recherche d'informations et de la déduction d'une info à l'autre. Et puis du recoupage d'éléments où on va se dire « Mais oui, mais c'est bien sûr !» Donc ouais, j'ai pas forcément grand chose à dire de plus que par rapport aux 2 premiers chapitres. Si ce n'est que je trouve que ça continue sur sa lancée et que c'est vraiment à mon goût. Je pense que ça promet. Je pense que ça a l'air très intéressant. En fait, vu qu'on en est vraiment à l'intro, si je puis dire, je trouve que les infos qu'on nous donne pour planter le décor sont hyper sympathiques. Hyper sympathiques. Il y a un mélange de mystère, un mélange de richesse, et les affaires de richesse, souvent, ça apporte beaucoup de problèmes. Enfin voilà. Franchement, ça promet du bon, j'ai l'impression. Petit bémol peut-être. Bah déjà, c'est la première fois que je lis à voix haute depuis un mois, voire peut-être même plus. Donc désolé si j'ai eu un peu de galère. En vrai, j'ai pas l'impression d'avoir galéré tant que ça, à part parfois. Mais c'est surtout sur les voix des personnages où j'ai un peu eu du mal à caractériser les personnages en faisant des voix différentes. Mais bon, bref. Faut le temps que je me remette dans le bain. Mais voilà. Et aussi, j'ai eu quelques difficultés avec les noms indiens, du coup, je suppose. Mais j'avoue que je connais pas du tout. Enfin, je connais très peu l'hindou. Et du coup, j'ai vachement de mal à m'imaginer la prononciation de ce vocabulaire. De ces noms propres aussi. Parce qu'il y a pas mal de noms propres. Je crois qu'en fait, il faut vraiment que je baisse
les décibels de ma voix, de mon micro. Je me demandais pourquoi c'était à -5, parce qu'avant je mettais à 0. En fait, depuis que j'ai remis à 0, bah ça arrête pas de bouger. Bon, je vais mettre comme ça. J'espère que vous n'avez pas eu de bruit de saturation ou de bruit de ventilo pendant le live. Apparemment, ça a l'air de vous avoir bien plu également, donc ça fait plaisir. Et en effet, les deuxièmes chances, c'est parfois bien. Après, encore une fois, hein, je me répète, mais le chien des Baskerville, c'était déjà cool. C'est juste que c'était pas ce que je préférais, on va dire. Disons que dans l'ensemble de la littérature, et la littérature c'est quasi infini, dans l'ensemble de la littérature, c'est vrai que le chien des Baskerville, c'est pas forcément ce que j'ai envie d'aller lire tout de suite, quoi. Mais là, le signe des 4, ouais, se hisse un petit peu plus haut pour moi que l'autre volet. Alors, il s'assit sur un pouf et ses yeux bleus fables et larmoyants nous interrogent. Faible, oui. Ouais, je suis pas sûr d'avoir compris ton message secrétaire, je t'avoue. Du coup, oui, c'est la fin du live. Kilala, merci de repasser, ça fait plaisir, de toute manière. Écoutez, je vais pas faire durer l'outro de ce live trop longtemps parce que j'ai déjà beaucoup papoté en intro. Je risque de papoter encore pas mal dans les lives à venir. Je vous rappelle juste que le programme dorénavant, c'est mardi, vendredi, 21h, live de lecture comme avant. Dimanche, 15h-16h, live de découverte de l'univers de League of Legends comme avant. Un nouveau créneau fixe qui n'est pas un live mais qui est juste une sorte de permanence entre guillemets sur Discord de 21h à minuit pour discuter et jouer avec vous pour bien terminer la semaine. Et donc entre deux, des lives possibles, des lives du coup spontanés si je puis dire, qui seront des lives de gaming, d'illustration, de chant ou même totalement autre chose. Je commence à me dire que ouais, à prendre un peu de liberté sur ce que je peux faire en live en fait. Je me dis que par exemple le live hors série des Si on lisait qu'on avait fait avant la pause vous avez bien plu, où j'avais fait une tier list de toutes mes lectures. Et du coup ça m'a fait un petit déclic où je me dis bah en fait je peux peut-être faire aussi des lives que j'aurais moins osé faire et que ça puisse quand même vous intéresser. Comme je le disais par exemple, faire la préparation de la prochaine édition des Jeux vidéo olympiques en live, ça pourrait être sympa. En gros dans ma version j'avais fable et tu as prononcé faible. Ah ouais? Ah c'est marrant que tu suives la lecture en même temps que moi. C'est bizarre du coup, fable dans cette phrase. Enfin bon bref. Voilà, en effet Jumpy, tu as raison de le préciser. Vous pouvez me retrouver également ce jeudi sur la chaîne de Cora Live, pareil à 21h, pour la suite de nos aventures de jeu de rôle, le jeu de rôle The Twitcher. Voilà, c'est l'avant-dernier épisode si je dis pas de bêtises. Donc n'hésitez pas à nous y rejoindre. Pour ma part, je ne sais pas du tout quand est-ce que je relive pour le moment, donc tenez-vous au courant sur Facebook, Twitter et Discord pour tout type de live spontané. De toute manière, je vous préviendrai un petit peu à l'avance sur ces réseaux. Si je fais pas de live spontané, le prochain live, ça sera de toute manière vendredi pour la suite de la lecture du Signe des 4 Sherlock Holmes. Sachant que j'aimerais faire des lives de gaming entre temps, mais avec la chaleur qu'il y a, je pense que pour le coup, live de lecture ça va parce que mon PC fait tourner que le logiciel de streaming. Mais Sea of Thieves, vous le savez par exemple, fait complètement crash mon PC quand il fait trop chaud. Donc là je pense que je vais attendre la fin de la canicule avant de reprendre des lives de gaming, etc. Enfin voilà, on va essayer de faire ça dans les meilleures conditions possibles et de reprendre la routine petit à petit, tranquillement. Les lives de lecture, de découverte de l'univers de League of Legends et de JDR chez Cora, doucement. Puis dans un second temps, les lives de gaming, de musique éventuellement, d'illustration éventuellement, et tutti quanti. Et dans un troisième temps, le retour de l'émission Ça me rappelle une histoire, pour une nouvelle saison. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Et si je parle davantage, je vais me répéter. Merci Nakatox d'être passé, ça me fait plaisir. Merci beaucoup Nakatox, je n'avais pas vu que tu étais sur le live. Ça me fait plaisir en vrai de voir à quel point vous avez été nombreux ce soir.
Ça me réchauffe le cœur. J'avais peur, j'ai toujours peur forcément après une longue pause comme ça, de revenir et d'être seul toute la soirée. Donc là franchement un énorme merci de votre accueil pour ce retour, ça fait très plaisir. On va se laisser là-dessus les amis. Oh là là, vous êtes gentils avec vos compliments. Jumpy qui balance les liens des réseaux sociaux, trop smart. Merci beaucoup à tous. Le Discord est incroyable, merci petit publicidant. Oh là là, vous faites trop plaisir les amis. Bref, trêve de bavardage. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous souhaite à tous de ne pas mourir liquéfiés dans votre sommeil. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine partie de gaming, une prochaine découverte. Plein de lives possibles, plein de prochains possibles. En tout cas, un bientôt, très très bientôt, pour vous réaccueillir sur ma planète. Bye bye les amis.